il y a eu un très gros site qui s'est vendu pour plusieurs millions. C'était un comparateur de matelas. Si vous voulez faire des sauts en affiliation, vous allez devoir charbonner comme dans tous les domaines de la vie, quoi, en fait. Les gens sont des flemmards, les gens ont pas le temps, les gens sont devenus un peu des limaces. Bon, bah ok, les Wizards, ils nous ont dit qu'il fallait du lien et qu'il fallait qu'on fasse tous les liens possibles. C'est un site qui faisait 20 millions de visiteurs par mois quand même. En gros, moi je veux pas trop bosser, et puis j'aimerais bien que l'argent il arrive quand même. Bah c'est cool, mais en fait il y a aucun monde où ça existe. L'idéal c'est quand ta passion c'est d'écumer les sites de rencontres, et alors là, maintenant je trouve des niches où en 2-3 mois j'arrive parfois à gagner 1000 balles. J'espère que derrière, vous allez quand même tester des choses. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Le sujet du jour, c'est à quoi devrait ressembler votre première année en affiliation. Comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony. Salut les gars. Salut. Petit rappel, le Wizard Podcast, pour ceux qui nous découvrent avec celui-là, c'est un podcast où chaque semaine, sans exception, on est là pour vous parler d'affiliation, de make money, d'acquisition de trafic au sens large et de pas mal de trucs qui permettent de faire des sous sur le web. Je fais une courte interruption pour vous parler de deux choses que vous trouverez en description. La première chose, c'est une formation gratuite sur la vente de liens, qui est sans aucun doute la méthode la plus simple pour gagner vos premiers euros en ligne rapidement, facilement et vous familiariser avec le monde de l'édition de site. Et dans un second temps, ce que je veux aussi vous présenter, c'est ma nouvelle formation qui vous apprend à automatiser sur Make, l'outil d'automatisation no-code numéro 1 dans le monde. Vous avez forcément des tâches répétitives qui polluent votre quotidien et pour pallier à ce problème, l'automatisation est indispensable et facile. La formation Make Mastery couvre à la fois les bases théoriques de Make, mais elle va beaucoup plus loin en vous apprenant tout ce que vous devez savoir sur le sujet. N'étant moi-même pas un expert de l'automatisation, je me suis associé avec Joanie Thévenin, qu'on a déjà reçu dans ce podcast, pour vous offrir la formation la plus complète et pédagogue possible sur le sujet de l'automatisation. Je suis présent sur la totalité de la formation pour m'assurer que le contenu reste compréhensible et accessible à tous. En bonus, Joanie nous partage ses scénarios Make les plus utiles qu'il vous suffit de copier-coller. Et avec le code promo Wizards, vous obtiendrez une promotion imbattable sur Make Mastery. On vous met un lien dans la description. Ok, eh ben, je crois. Bon, tu veux commencer avec. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une grosse structure où on vous parle un petit peu des étapes, en gros, étape par étape, comment vous lancer dans de l'affiliation, notamment avec un site, mais pas que avec un site, parce que de l'affiliation, vous pouvez en faire de plein de façons différentes. Nous, on est éditeur de sites, donc on a ce biais forcément de parler en premier un petit peu des sites. Mais je sais qu'Arthur, tu vas pas mal nous parler aussi de YouTube, qui est un énorme levier d'affiliation possible. Donc voilà. Est-ce que tu veux commencer avec la première étape qui est le choix de la niche? D'ailleurs, Anto, tu compléteras aussi, je pense, Mm. là-dessus. Ouais, le choix de la niche, c'est le point essentiel quand on se pose et qu'on se dit, bon, j'aimerais bien lancer un site d'affiliation, mais que faire, sur quoi partir? C'est une vraie problématique et une grosse problématique pour énormément de débutants, ce qui se comprend. Alors déjà, plusieurs petits conseils à ce niveau. Avec les Wizards, on a déjà fait pas mal d'épisodes sur ces sujets-là, dont un épisode, j'ai vu, c'est les meilleures niches en 2023. Donc c'est un épisode qui date, mais vous en avez plusieurs. On a les 7 niches rentables. Enfin, on en a fait vraiment pas mal sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est assez important. Donc vous pouvez commencer par là pour avoir une petite idée de ce qui fonctionne en affiliation. Même d'ailleurs sur l'épisode de 2023, c'est pas pour autant que c'est erroné aujourd'hui. Et puis la question aussi sur laquelle on va assez vite venir buter, c'est est-ce que je fais une niche pour faire de l'argent, donc en visant la rentabilité, ou alors est-ce que potentiellement je vais aller chercher un sujet qui me parle, un sujet potentiellement un peu plus passion? Alors ça, c'est un grand débat qu'on a déjà longuement eu sur ce podcast. Heu, qu'en pense Anthony, par exemple, de ce sujet, Moi je passion, dis argent. Moi. argent? Passion ça rapporte pas. L'idéal, c'est quand ta passion, c'est d'écumer les sites de rencontres, et alors là, t'as le double bonus. Voilà. Alors après, par contre, c'est vrai que quand on démarre, ça peut être intéressant pour essayer d'avoir, parce que c'est comme tout, hein, l'affiliation, c'est vous allez pas devenir un dieu de l'affiliation en claquant des doigts. Donc il va falloir vous expérimenter, il va falloir vous planter, il va falloir lancer votre premier site et cetera. C'est aussi ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui. Donc peut-être que pour un premier site, si vous êtes passionné par le modélisme, ça peut être intéressant de commencer à faire un site qui parle de modélisme, même si vous allez pas ou très mal le «monétiser» entre guillemets. Mais par contre, en ayant conscience que, en effet, financièrement parlant, ça risque, en tout cas, d'être, je le disais en rigolant,
Mais en effet, le dating, le monde de la rencontre, c'est une très grosse niche. On a, par exemple, si vous voyez vos youtubeurs préférés, vous parlez de NordVPN toutes les 3 secondes, c'est parce que le secteur du VPN, c'est aussi une très grosse niche. Il y a énormément de niches, il y en a en réalité, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est sûr que c'est peut-être plus passionnant, enfin plus intéressant pour un passionné de modélisme de faire un site sur son hélicoptère, miniature et d'expliquer comment il vole, et cetera, plutôt que d'aller, faire des comparateurs de VPN. C'est voilà, il faut en avoir conscience aussi, ça fait un petit peu partie du jeu, quoi. Et je sais pas si vous voulez si tu veux un peu poursuivre Franck ou si, par rapport à la petite liste? Mmh. Bah, Anto, tu avais un truc? Ouais, je voulais juste dire que la niche passion peut, quand même rémunérer. Genre, je pense modélisme, tu vois? Je pense que c'est une bonne niche. Mais, c'est juste qu'en ayant sur des niches bankable, tu es sûr, entre guillemets, d'avoir de l'argent. Qu'est-ce que C'est tu juste ferais ça. sur le modélisme toi pour, je pense qu'il y a Bah, en de vrai, je ferais l'affy des sur vidéos. les ouais. Je ferais beaucoup de vidéos. Et c'est Moi, quoi j'aime bien tu regarder penses ce la genre de trucs. rémunération? C'est vrai? C'est les, comment ça s'appelle? Ça se vend en affiliation tu penses les petits Ouais, je hélicos, les pense petits en vrai. machins? Je pense, ouais. De toute façon, Ou il y a si de c'est pas le l'affiliation cas, pour tout. ouais. Tu de l'affiliation pour énormément de trucs, mais c'est sûr que ça peut rapporter. Je pense juste que ça va demander un très gros volume et je sais pas s'il y a, en gros, dans une vie de quelqu'un, d'adolescent, jusqu'à beaucoup plus vieux, tout le monde ne va pas se passionner, par exemple, par le modélisme, alors qu'il y a de très, 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 très fortes chances que dans une vie entière de quelqu'un, à un moment, quelqu'un soit amené à chercher soit un site de rencontre, soit en tout cas des conseils en séduction, soit, des trucs comme ça, parce que c'est un problème que beaucoup de gens rencontrent à un moment de leur vie et se remettent en question là-dessus et tout ça. Ce qui fait que le volume de gens potentiels sur, un site autour de cette niche-là, sera supérieur. Au même titre que, la plupart des gens ont des, enfin n'aiment pas leur physique. À un moment ou un autre de leur vie, il y a des gens qui vont se trouver trop gros ou trop maigres ou pas assez musclés ou, oui, voilà, il y a 36 000, trucs différents ou n'aime pas sa peau, n'aime pas ses cheveux, n'aime pas quelque chose. C'est l'être humain est comme ça, la plupart du temps, il y a des défauts qu'il aimerait bien, corriger. Bah, toutes les niches autour de la beauté, autour on va pas dire du bien-être, mais du physique, c'est des niches qui fonctionnent. Donc si, par exemple, vous nous écoutez que ça fait, des années que vous faites, je sais pas moi, de la musculation, ou alors que, vous avez, trouvé un moyen de rester en bonne shape, en permanence, de pas prendre trop de poids ou tout simplement, je sais pas moi, de cuisiner des trucs sains et tout, bah, tout ça, c'est des niches qui fonctionnent bien. Encore un autre exemple, même si c'est un peu de la redite, mais pour ceux qui n'ont pas vu nos podcasts sur les niches, tout ce qui est, par exemple, dans la vie entière de quelqu'un, je pense qu'il y a toujours quelqu'un, à un moment, qui se pose une question de comment améliorer ses finances. En gros, tout le monde veut gagner plus d'argent. C'est un fait. Et à ce moment-là, eh bien, des sites autour de certains trucs de finances, même finances personnelles, comment économiser de l'argent, enfin, je sais pas, des trucs comme ça, il y a même des sites sur, enfin, ouais, sur l'économie d'argent, mais je sais plus comment on appelle ça, mais les gens qui chaque mois, préparent des budgets pour plein de trucs, donc budgétisent leur vie, on va dire. Enfin voilà, c'est tout des niches qui fonctionnent, il y a clairement des choses à faire et là, c'est quelques petits exemples, des niches. En fait, d'ailleurs, il y a des gens qui parfois regardent le podcast et nous reprochent de ne pas donner de niche précise. Mais en fait, tout peut être une niche, absolument tout. Il suffit de d'ouvrir les yeux et de vous dire, «Je marche dans la rue, je vois un truc», je sais pas, même si ça, c'est des niches, difficiles, à attaquer, mais je vois que, Soch, propose souvent des réductions sur, leur forfait et le lendemain, c'est, Red, de SFR qui propose des réductions et en fait, là, tu te dis: «Putain, c'est quand même dingue, des fournisseurs de téléphonie, enfin de trucs mobiles, de forfaits mobiles, il y en a plein, bah, peut-être qu'il y a un truc à faire et en fait, tu te rends compte qu'il y a des sites d'affiliation pour quel est le meilleur forfait mobile, quel est le forfait le moins cher, quel est le forfait qui te permet d'appeler à l'étranger sans que ça te coûte cher, quel est le forfait qui permet de faire ci, ça et ainsi de suite. En fait, il en existe pour tout. Donc en fait,
il faut se poser, réfléchir, soit vous baser sur votre passion, soit, vous dire: «Qu'est-ce que dans une vie entière les gens peuvent avoir comme problématique?» Tiens, je redonne un exemple de niche, mais il y a eu un très gros site qui s'est vendu pour plusieurs millions, qui était un comparateur de matelas. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou un autre dans ta vie, tu es amené à acheter un matelas. Peut-être tout le monde dort sur un matelas, c'est comme ça. Et ben, des comparateurs de matelas, ça a été une très grosse niche, c'est toujours une très grosse niche, mais qui du coup, vu que ça s'est su que le site s'était vendu, je sais plus 1,8 million ou 2 millions ou peut-être, ça devait être dans ces eaux-là, heu, évidemment tout le monde s'est lancé dessus. Mais vous pouvez prendre d'autres trucs, quasiment tout le monde a, un canapé chez lui, quasiment tout le monde a une télé chez lui. Voilà, voilà, c'est plein d'exemples de niche, quoi. Donc voilà, c'est alors que si vous allez dans, je sais pas moi, la niche, du macramé, ou de la poterie ou des trucs comme ça, bon, bah, tout le monde dans sa vie se dit pas: «Tiens, je vais me lancer dans la poterie», quoi. Voilà, bon, je pense que j'ai fait un Ouais. gros, monologue là-dessus, mais j'espère que ça aura apporté les infos, nécessaires. On a fait le tour de la partie, niche du coup? Non, bah, peut-être, juste préciser qu'il y a des plateformes qui vous permettent d'avoir des idées de niche. Je crois pas qu'on en ait parlé, confirmez-moi, Mmh. mais Non. hem, par exemple, il y a une plateforme d'affiliation qui s'appelle Affilae, donc ça s'écrit A-2-F-I-L-A-E et Affilae, c'est une plateforme qui met en relation des gens qui veulent faire de l'affiliation et des entreprises qui proposent de l'affiliation. Donc ils proposent de donner une commission aux ventes que vous leur rapporterez. Sur Affiliate, vous avez un énorme catalogue que vous pouvez trier par catégorie et tout ça et par exemple, bah, je sais pas, vous allez dans le catalogue et vous voyez qu'il y a une catégorie animaux, vous cliquez dessus et vous voyez qu'il y a plein de marques qui proposent des croquettes pour chats, pour chiens, je sais plus comment on appelle ça, raw food. Donc tout ce qui est, livraison de repas à domicile pour des chiens et de livraison de repas frais, donc qui contiennent, de la viande, des os, des trucs comme ça. Il y a un peu une mode autour de ça. Encore une fois, vous regardez autour de vous, vous marchez dans la rue, vous voyez qu'il y a plein de gens qui ont des animaux, heu, bah, peut-être qu'il y a une niche là-dessus et en fait, en allant par exemple sur Affiliate, ça vous donne des idées de potentielles niches qui peuvent exister. Vous prenez le catalogue, vous scrollez, dès qu'il y a quelque chose qui vous parle un peu, vous arrêtez dessus, vous analysez, hem, vous trouverez jamais comme ça en un claquement de doigts une niche en vous disant: «Ah tiens, quelqu'un qui va vous dire: «Fais cette niche», bon, bah, enfin, ça n'arrive quasiment pas. Il y a peu de chances que ça arrive, mais vous analysez le catalogue et dès que vous voyez qu'il y a pas mal d'affiliations qui parlent du même truc, par exemple, il y a quelques années, tout ce qui était, culottes menstruelles et tout ça, Mmh. pour les femmes, encore une fois, les femmes, il y a, 50 de la planète qui est représentée par des femmes. La majorité, par les femmes enceintes, mais tout le monde a ses règles, à partir d'une période jusqu'à une autre période. Bon, bah, voilà, c'est une niche qui fonctionne. Et bah, voilà, il y a plein de types de niches. Donc Affiliate, c'est top, pour tout ce qui est infoproduit. Vous avez system.io, vous aurez le lien si vous voulez en description et comme ça, pareil, dedans, il y a un catalogue, d'offres disponibles en affiliation. Vous avez plein de choses dedans. Là, on parle de d'autres types de niches. Il y a des trucs, plus étonnants, on va dire, sur System.io. Mais voilà, il y a énormément d'idées de niches. Ça peut être, je sais pas moi, des cours pour Excel qui sont sur System.io. Et en fait, si vous êtes un pro de Excel et que vous faites un site qui explique un site et voire même une chaîne YouTube, parce que ça marche très bien sur YouTube et même sur les réseaux sociaux, genre, Instagram, TikTok. Si vous êtes extrêmement bon sur Excel et que vous arrivez à rendre ça digeste et facile à comprendre pour les gens et que vous faites des tutos Excel et qu'après sur System.io, vous trouvez une formation Excel, vous pouvez tout à fait la vendre. Souvent, c'est des grosses commissions, hein. Vous pouvez prendre 100 ou 200 balles de commission en vendant des formations Excel, par exemple. Ouais.
En effet, c'est d'ailleurs une très grosse niche. On avait un mec à Malte qui avait un énorme site là sur Excel. Le type, il était expatrié grâce à son site sur Excel, tellement il pesait. Et le truc qu'il fallait, qu'il fallait, qu'il faut aussi comprendre, c'est vraiment rester, c'est un petit peu un muscle, hein, de s'entraîner à chaque fois à réfléchir à si cette niche peut être intéressante, et cetera. Et en fait, la chose à faire, c'est potentiellement rester, éveillé là-dessus, même quand vous regardez la télé, si vous la regardez. Je sais que nous, c'est plus notre cas, mais par exemple, Franck, toi, tu demandes à ta mère de te prévenir si jamais elle voit un truc qui peut être une niche, Ouais, parce je lui avais qu'elle peut demandé, être, pour certains trucs, ouais, notamment les trucs perte de poids et tout, je lui avais demandé une fois, ouais, c'est comme ça que j'avais découvert les comme j'aime ou les trucs comme ça. ouais. Donc voilà, rester éveillé un peu en tout temps par rapport à ça. Et la dernière notion, on en a un petit peu parlé, mais on va la représenter comme ça, c'est la notion du gâteau. Faut imaginer les niches comme vous avez des niches, ce sont des énormes gâteaux, mais c'est des gâteaux, enfin c'est des niches concurrentielles. Donc ça veut dire que vous allez prendre une petite part d'un énorme gâteau si vous vous lancez sur cette niche-là. Je pense notamment, encore une fois, au secteur de la rencontre, au secteur de la nutrition, au secteur de la musculation, voilà. Si vous vous lancez, il y a énormément il y a un marché énorme, mais très concurrentiel, donc vous allez prendre une petite part de ce marché. Et puis vous avez en parallèle, encore une fois, des niches qui, pour le coup, représentent des petits gâteaux, mais que vous serez peut-être le seul à manger. Donc là, je pense notamment, on parlait du modélisme, on va repartir là-dessus. Si vous vous lancez dans le modélisme, le gâteau est plus petit. Vous ne serez peut-être pas le seul dessus, mais il est plus petit. Donc du coup, la question qu'il faut se poser, c'est bien souvent, est-ce qu'il vaut mieux se lancer sur un plus petit gâteau sur lequel il y aura moins de concurrence, ou sur un gros gâteau sur lequel il y a plus de concurrence? Encore une fois, ça dépend de vos objectifs. Mais avec l'expérience, nous, ce qu'on peut vous recommander là-dessus, c'est de peut-être plus cibler les gros gâteaux, prendre une petite part d'un gros gâteau. Ça sera bien souvent plus rentable que de prendre une grosse part d'un petit gâteau. Vous êtes d'accord avec ça, les gars? Ouais. Surtout que tu as plein d'angles pour attaquer les gros gâteaux. Si tu es assez intelligent, tu as des canaux différents, tu as YouTube, tu as Telegram, tu as TikTok, tu as plein de choses, tu as énormément de choses. Par exemple, là, je vais rebondir un peu avec la news, même si c'est un peu border, mais le chat Coco, il a fermé, par exemple, tu vois? Je sais pas si vous avez vu la news. Le Non. gros site où il y avait full arnaque. Bah, Coco Chat, à la base, tu peux très bien faire un article dessus et envoyer sur, du pre-linker, de la rencontre classique, tu vois? Il doit y avoir des Mmh. choses à faire. Et c'est un site qui faisait 20 millions de visiteurs par mois quand même. Donc Ouais. Ah ouais, voilà. OK. Ouais, clairement, ah oui, tu fais genre, alternative à Coco ou des trucs comme ça? Voilà, des choses comme ça, je pense qu'il y a des choses à faire. Ouais, OK. On va On va pouvoir passer passer à la partie site, ouais? ouais. Bon, de toute façon, là, on va être, peut-être un peu plus bref, enfin, Ouais. un peu plus bref, oui et non, mais le choix de la niche, c'est tellement important qu'il fallait qu'on en parle, pas mal dessus. OK. Maintenant que vous avez tous vos trucs, il va falloir lancer un projet rapidement. Heu, Là, en première étape, on avait mis faire un site rapidement et ça peut ne pas être qu'un site. Arthur, tu nous en parleras beaucoup plus après, mais ça peut être aussi, lancer rapidement une chaîne YouTube, par exemple, ou lancer rapidement un compte, Instagram pour faire des reels ou qu'importe. En gros, vous prenez un levier d'acquisition. Moi, je voulais qu'on parle en premier de faire un site parce que encore une fois, ça fait 10 ans qu'on fait ça. C'est le sujet qu'on maîtrise, vraiment le plus du plus. Pour lancer un site rapidement, l'idéal de et là, c'est mon point de vue, vous me direz mais ce que vous en pensez, mais c'est lancer un site WordPress. Pourquoi WordPress? Parce qu'il y a 150 000 tutos différents sur YouTube, sur Google, ou même ChatGPT peut vous aider, vous avez des problématiques pour WordPress, il peut vous répondre. C'est, plutôt sécurisé si vous faites, voilà, c'est dans les grandes lignes, si vous allez pas chercher des tutos, craqués, des trucs comme ça, pas tutos, pardon, thèmes. Thème, extension et Mmh. tous ces Thèmes, trucs. extensions craquées, tous ces trucs-là. Si vous mettez ça sur votre site, évidemment, vous allez vous faire hacker, d'ici quelques semaines ou quelques mois. Les gens qui donnent ce genre de trucs gratos sont pas des gentils, qui veulent, aider la planète entière. Hem, donc WordPress, parce que c'est facile, parce qu'il y a énormément de tutos. Pour l'hébergement, nous, on recommande EasyHoster. Vous retrouverez en description le lien pour aller dessus.
et vous retrouvez aussi un code promo de 15, il me semble, 15 de réduction sur votre hébergement. Donc voilà, c'est déjà ça vous permet de faire des petites économies. Pourquoi Easy Hoster? Parce que en France, aujourd'hui, c'est sans doute l'hébergeur que moi, en tout cas, je considère comme le plus fiable, qui a le meilleur support client, qui vous répond très vite, qui vous aide, qui est adapté, on va dire, aux débutants et même aux personnes, par exemple, comme moi, qui n'aiment pas gérer des serveurs, qui n'aiment pas gérer des sites. Moi, c'est vraiment le truc qui m'emmerde au max. Moi, je veux juste un site qui fonctionne, point. Easy Hoster, du coup, ça me permet de faire ça. Quand vous avez un site WordPress, dessus, il faut mettre un thème. C'est ce qui fait que votre site a un design en particulier. Nous, ce qu'on recommande, c'est GeneratePress Pro. Donc il y a GeneratePress qui est gratuit, qui vous permet déjà de débuter, on va dire, mais la version pro est quand même bien supérieure, vous permet de faire des jolis sites, à des templates qui sont déjà tout faits, en gros des designs de sites qui sont déjà préfaits, ce qui vous permet de vraiment d'aller, beaucoup plus vite dessus. GeneratePress, pareil, ils ont plein de tutos sur YouTube, donc ensuite quand vous avez créé un thème préfet, vous pouvez facilement avec YouTube, trouver des moyens de le customiser un petit peu comme vous voulez, mettre vos couleurs que vous voulez, le logo que vous voulez, enfin tous ces trucs-là. Ensuite, il y a Generate Blocks Pro qui est très, très bien pour un point dont on parlera après qui est, comment gagner plus d'argent. Et en fait, GeneratePress Blocks Pro, a une feature, ce qui est hyper intéressante, qui est le fait que les box, on l'expliquera mieux après, mais les box peuvent être cliquables, ce qui fait que vous augmentez vos taux de clics sur votre site et donc potentiellement plus de gains en affiliation. Je développerai là-dessus, tout à l'heure. Pareil que ça soit pour GeneratePress Pro, GenerateBlocks Pro, on vous met tous les liens, en description. C'est aussi disponible dans notre boîte à outils, qu'on met en avant sur notre site, leswizards.com. Voilà et après il y a d'autres, après il y a pas mal d'extensions qui existent. Il y a plein de choses que vous pourrez mettre, notamment un plugin orienté SEO, un qui est bien, c'est, Rank, Math. Il y a aussi, par exemple, SEO Press qui sont des bons plugins, SEO. Pareil, vous avez plein de tutos sur YouTube, ça sert à rien qu'on fasse des redits, surtout qu'on fera pas mieux que ce qui est déjà dit sur YouTube. Donc voilà, c'est le genre de truc. Je sais pas si vous avez des petits, pour un premier site, si vous avez des petits trucs en plus. Ouais, si, pour faire un logo, vous allez sur Canva. Canva qui est un espèce de si vous connaissez De pas, c'est un Photoshop, vraiment très, très ouais accessible, noob friendly, et en ligne et et gratuit, gratuit dans une partie de sa version. Donc, ouais, c'est c'est ça fait en le effet taf. une bonne chose. Alors moi, la petite chose, le petit piège dans lequel, à mon sens, faut pas tomber quand vous faites un site, quand vous créez votre premier site, c'est on le sait aujourd'hui, on a un outil fabuleux qui s'appelle ChatGPT, on a l'intelligence artificielle, on a d'ailleurs pas que ChatGPT, il y a plein d'autres, LLM et donc modèles, qui sont vraiment top pour le contenu. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à, faire l'effort d'écrire au moins vos premiers contenus, et ensuite de ne surtout pas tomber dans le piège de: «J'automatise 100 de mon contenu et je demande à ChatGPT de me faire un article sur tel sujet». Je vous le dis parce que l'IA, le contenu, SEO, le contenu IA à l'intérieur d'une stratégie de référencement, sur Google, ça peut fonctionner, je dis pas le contraire, mais c'est aussi l'un des plus gros pièges pour débutants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit même au sein de notre formation, la Wizards Academy, on a beaucoup de membres qui nous envoient leur site, qui ont commencé à faire un site et qui en fait, ont pris le raccourci du contenu IA pour leur contenu et c'est vraiment pas une bonne manière de commencer dans la mesure où vous allez vous attirer les foudres de Google dans le sens pas dans le sens où votre contenu IA, donc Google vous met une tatane, mais dans le sens où, vous allez avoir un contenu qui n'est pas aussi qualitatif que si vous aviez pris le temps d'y penser en profondeur et cetera, de réfléchir à ce que recherche la personne derrière quand elle tape ce mot-clé, à ce qu'elle attend sur votre page, à est-ce qu'elle va trouver la page agréable à consulter et cetera. Toutes ces choses-là ne sont absolument pas prises en compte par l'IA et donc vous devez faire ce travail-là. Et donc voilà, ne prenez pas ce raccourci-là, sinon vous allez vous mettre une balle dans le pied, plus qu'autre chose, quand vous débutez. Ouais, de toute façon, si vous prenez des raccourcis, vous aurez des résultats de gens qui prennent des raccourcis, souvent c'est claqué, quoi. C'est il y a un moment, en fait, il y a pas d'argent qui tombe du ciel, sans
sans vouloir, accepter qu'il faut, s On aurait faire peut-être les dû choses bien. commencer l'épisode par là d'ailleurs, parce que pour être franc, si vous voulez faire des sauts en affiliation, vous allez devoir charbonner comme dans tous les domaines de la vie, quoi, en fait, hein. Il y a Ouais, c'est ça. absolument aucun secret, c'est pas magique, mais l'avantage, c'est que c'est un moyen, d'avoir des revenus en ligne et 2 d'avoir un semblant de revenu passif. Et attention avec ce terme revenu passif parce que en tout cas, nous les Wizards, on vous dira absolument pas que les revenus passifs existent sur internet. Par contre, vous allez clairement vous allez pouvoir avec l'affiliation, l'édition de site, ressentir cet effet de passivité dans les revenus. Ça ne durera pas pour toujours et c'est là-dedans qu'on veut, aussi, c'est un peu le reality check, dont on parle. C'est-à-dire que si vous lancez un site, qu'il fonctionne, vous allez pouvoir partir en vacances 3 mois et continuer à gagner de l'argent, ça c'est une réalité. Par contre, dans 3 ans, je suis vraiment pas sûr que vous gagnez les mêmes montants et cetera. Si vous laissez, ça c'est même sûr que ça voilà, le site va finir par se péter la gueule si vous n'êtes pas proactif derrière. Donc, encore une fois, c'est toujours pareil, il y a pas de secret, le travail, bah, il Bah, faut le le mettre en travail place, finit quoi. par payer, mais il faut travailler, quoi. Voilà. Et en fait je suis d'accord parce que c'est de la semi-passivité aussi dans le sens où, au quotidien, c'est tes actions que tu as fait, avant qui te donnent des résultats Mmh. ensuite. Et tu peux, je sais pas moi, ce matin, je me suis levé, j'avais déjà pris une commission à 64 balles sur un programme, j'ai pas regardé les autres, mais enfin voilà, c'est quelque chose qui a été vendu dans la nuit et c'est ça le côté, semi-passif, c'est que c'est pas, si maintenant je travaille instantanément, pour une prestation, pour un client ou qu'importe, je touche mon argent suite à l'action que je viens de faire là maintenant. Tu as ce côté où tu bosses un moment et plus tard, plusieurs fois, tu vas pouvoir, gagner de l'argent. Donc c'est de la C'est semi-passivité, c'est ouais. le point le plus compliqué pour les gens, d'ailleurs. Ouais, C'est c'est le de plus pas avoir de frustrant pour les résultats gens. instantanés? Ouais. Ouais. C'est Bah, c l'affiliation, c'est beaucoup de résultats différés et on verra, donc c'est le fait de travailler beaucoup pendant plus ou moins longtemps pour avoir un résultat qui arrive bien plus tard et ça, c'est en effet, comme tu dis Anthos, tu as raison, c'est vraiment un truc qui est très compliqué, mais tellement gratifiant quand on arrive au moment où ça commence à fonctionner, quoi. Parce qu'il y a pas de c'est pour ça qu'on est un peu zinzin avec le SEO, c'est parce qu'on a justement goûté, et on goûte toujours au plaisir au confort, à tout ce qu'apporte, même émotionnellement en termes de dopamine, justement, le fait de se réveiller avec des commissions, c'est génial et pour le coup et tout ça sans avoir à gérer de stock, sans avoir à gérer de clients, sans enfin voilà, c'est très confortable et c'est un sentiment qui est assez unique et on espère que chacun et chacune d'entre vous arriverait à connaître ce truc-là, un jour, grâce à l'affiliation et l'édition de site. Mais le résultat est clairement différé et on parlera encore un peu plus tard encore une fois, de YouTube qui, pour le coup, est une solution d'accéder à cette affi à aux bienfaits, aux bénéfices, financiers de l'affiliation en ayant un peu moins ce côté différé. On rentrera un peu plus dans le détail mais là-dessus, mais mais qui a un autre, difficulté d'entrée qui est que soit faut faire du montage vidéo, soit l'idéal c'est de se montrer et au final, il y a pas mal de gens qui aiment bien être, derrière leur écran, écrire leur petit article pour leur site et ça s'arrête là, quoi. mmh, Ils ont exactement. pas à mettre leur image en jeu. OK. Donc, bah, vu qu'on parlait des contenus IA, et que c'est pas la bonne chose à faire, peut-être que vous vous êtes dit: «Mais du coup, qu'est-ce que j'écris?» pour, bah, pour mon site, par exemple. Heu, Là, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment préparer vos idées de contenu. En gros, vous avez choisi votre niche, vous avez lancé votre site sur, la niche. Maintenant, vous avez un site vierge de tout contenu et vous dites: «Qu'est-ce que je fais?» Pour ça, il y a plusieurs façons de faire pour préparer ces contenus, un petit peu à l'avance. C'est déjà de prendre, un doc, un Excel, ce que vous voulez, mais noter quelque part et vous allez noter tous les sujets que vous pouvez traiter pour la thématique que vous avez choisie. Ça peut être à la fois des sujets qui sont plutôt type informatif, donc vous allez répondre un peu à ces questions, «Pourquoi blablabla? Comment faire blablabla?» Et ainsi de suite, donc dans votre thématique. Après, vous avez aussi toutes les thématiques qu'on va dire plus transactionnelles, ou quand les gens cherchent des avis. Donc ça va être avis plus le nom d'un produit, avis plus le nom de quelque chose et ainsi de suite. Heu, Toujours évidemment lié à votre thématique.
Et après, il y a aussi dans les requêtes très transactionnelles, il y a tout ce qui est plutôt, meilleur quelque chose. Vous l'avez forcément déjà fait. Tapez «meilleur quelque chose» sur Google parce que vous voulez savoir, vous avez envie d'acheter un nouveau vélo électrique et vous vous dites: «Quel est le meilleur vélo électrique?» ou «Quel est le vélo électrique avec le meilleur rapport qualité-prix?» ou «Quel est le meilleur vélo électrique, tout terrain?» Voilà, vous avez déjà forcément tapé des trucs comme ça. Tout ça, vous les listez. Pour votre niche, vous listez absolument tout ce que vous pouvez. Ou même si au début c'est le bordel, même si au début ça ressemble juste à un espèce de gros brainstorm, où vous allez mettre un peu à plat tous ces trucs-là et vous allez voir qu'assez vite, tout va en décoller. Quand vous allez trouver un, 2, 3 sujets, vous allez vous dire: «Ah bah ouais, mais si je parle de ça, il faut aussi que je parle de ça» et ainsi de suite. Très, très vite, vous aurez des dizaines et des dizaines d'idées de contenu que vous pouvez rédiger et là, on a juste utilisé notre cerveau pour l'instant. C'est-à-dire que vous prenez une niche et c'est honnêtement, c'est la meilleure façon de faire. De mon point de vue, c'est de commencer par juste prenez votre cerveau et vous le faites travailler pour essayer de trouver. Ensuite, vous pouvez aller sur Google, taper un peu des requêtes, enfin, vous faites des recherches liées à votre niche et vous allez voir, par exemple, les gens se demandent aussi, enfin, là, je sais plus comment on appelle ça, les People questions un also peu ask. people also ask. Ou c'est ça, ouais. Donc vous avez ça, vous avez plein même, quand vous tapez dans la barre de recherche de Google sur votre PC, vous allez voir qu'il y a des mots qui apparaissent après. Bah, voilà, ça, c'est tous des trucs que des gens ont déjà tapés. Ça va vous donner des idées en plus et après, si vraiment vous avez besoin d'outils en particulier pour faire des recherches, notamment sur les mots-clés, il y a, Alloscan qui existe, il y a SEMrush, il y a Ahref, je sais pas, en France, il y a quoi? Il y a Rank je crois, qui fait ça. Ouais. Enfin, il y en a plein des outils qui permettent un petit peu d'avoir des idées de mots-clés, de phrases qui sont tapées par les gens. Vous en avez, vraiment beaucoup qui existent, autour de ça. L'idée globale, c'est que quand vous réfléchissez à votre site, et encore une fois d'ailleurs, je le précise, mais là je parle de site, mais en fait si vous faites un YouTube, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous devez réfléchir à énormément de contenu en amont, ce qui vous évitera d'avoir ce fameux, syndrome de la page blanche que certaines personnes, ont. Ça, moi, j'ai toujours eu du mal, à comprendre comment on pouvait avoir le syndrome de la page blanche, mais pourquoi pas. Et si vous faites ça, vous serez jamais dans cette problématique. Un jour, vous vous dites: «OK, il faut que j'écrive». Vous prenez un sujet là-dedans au hasard et c'est parti. Et en fait, le but du jeu, c'est de devenir un site de référence sur votre thématique. Comment on devient un site de référence sur une thématique? Eh ben, c'est simple, c'est on couvre au maximum tous les sujets possibles sur la thématique. C'est vraiment, vous devez être, monsieur je sais tout, la réponse à tout sur votre site pour un sujet. Et donc évidemment, quand vous allez commencer, votre site sera petit et couvrira que, 3, 4, 5, 10 sujets. Mais au fil des mois, au fil des années, à force de continuer à rajouter du contenu, du contenu, du contenu sur votre sujet, vous allez devenir la référence dans cette thématique. C'est comme ça. C'est c'est sûr à 100 si vous continuez, c'est en fait, quand vous avez écrit, 200 sujets sur, je vais reprendre le sujet de la séduction parce que je sais que c'est une grosse niche et que ça rapporte beaucoup d'argent. Heu, Si vous vous intéressez un petit peu, au monde de la séduction, au monde des, je sais pas si ça vous parle, des pick-up artistes et tout ça, des gens qui, bah, qui font de la drague, drague de rue et trucs comme ça. Hem, c'est une problématique que se posent beaucoup de gens. Si vous avez deux trois articles qui parlent de la drague, bah, voilà, c'est bien. Si vous avez 200 articles très thématisés qui expliquent, comment, je sais pas moi, quelles sont les bonnes phrases à dire pour draguer quelqu'un, quelles sont dans la vraie vie, quelles sont les bonnes phrases à dire pour draguer quelqu'un sur Tinder ou sur, je sais pas moi, Instagram ou des trucs comme ça. En fait, à force, vous allez répondre à tellement de problématiques que vous allez devenir le boss sur ça et derrière, vous aurez énormément de trafic et vous pourrez vendre, quoi. Et pareil sur YouTube, si vous avez deux trois vidéos sur un sujet, bon, bah, voilà, vous êtes, quelqu'un qui parle d'un sujet. Si vous avez 200 vidéos, bah, notamment sur la séduction, il y a Alexandre Cormon, qui est un mec qu'on a rencontré, plusieurs fois. Alexandre, il a, enfin, il a des centaines et des centaines de vidéos sur un sujet.
sur ce sujet de la séduction, bah, autant dire qu'aujourd'hui, il est vu comme une référence, de la Mmh. séduction, quoi. D'ailleurs, pour votre culture générale d'affilié, le mot-clé «récupérer son ex» sur Google, un peu partout, c'est un mot-clé monstrueux et Alexandre Cormon est assez connu pour avoir été très, très présent et peut-être qu'il l'est toujours d'ailleurs, je sais ça fait un moment que j'ai pas Ouais, ça, vérifié, c'est il y a toujours. sur le mot-clé «récupérer son ex», quoi. Ouais. C'est un mot-clé qui n'est qui génère énormément, énormément de business, en fait, globalement, que ça soit via du coaching ou, via autre chose. Donc voilà, donc ça, c'était pour trouver les idées de contenu. Ensuite, quand vous avez votre contenu, je sais pas si vous voulez en parler du brief, Anto ou Arthur, c'est Du brief, j'en ai jamais fait, toi, t'en as pas fait, ouais. Ça m'étonne pas de ou toi d'ailleurs, mais très peu du coup. Arthur, toi, je sais que tu en as fait pour le coup. Ouais, des briefs de contenu qui répondent à toutes les réponses du sujet. Bah, le but du brief, c'est de pouvoir structurer en amont votre contenu. Le brief a 2 intérêts. Moi, si j'en ai fait, c'est surtout pour pouvoir sous-traiter mon contenu de manière correcte, c'est-à-dire le déléguer à un rédacteur. Mais ça, dans un premier temps, si vous débutez, je vous invite vraiment à vous-même, encore une fois, vous mettre les mains dans le cambouis. C'est important pour comprendre et être aux commandes de votre projet de A à Z. En tout cas, pour vos premiers projets, c'est vraiment important. Et donc, cette partie brief, ça va être simplement la première des choses à faire, à mon sens, c'est d'aller, par exemple, si vous ciblez le mot-clé récupérer son ex, c'est d'aller taper récupérer son ex sur Google et de regarder ce que Google redonne, entre guillemets, dans ses SERPs, donc dans ses résultats de recherche. Puisque ça va vous permettre de comprendre l'intention de l'utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, Google essaye, en tout cas le plus possible, de donner à l'utilisateur suite à une recherche, et chaque recherche est différente, eh bien des réponses qui soient adaptées à cette intention. Et donc l'intention en question, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc pour ça, cette intention, elle va être, vous allez pouvoir l'analyser de différentes manières. Typiquement, il y a des intentions qui sont, si vous cherchez si vous tapez le mot-clé «maison bretonne» sur Google, bah, vous allez, difficilement avoir autre chose que des articles avec beaucoup de photos. Donc l'intention, c'est les gens veulent voir des maisons bretonnes. Donc au-delà des infos qu'ils veulent, il va falloir mettre un certain nombre de photos. Et si vous mettez un article où vous mettez une photo et maison bretonne, jamais de la vie, vous n'arriverez dans le top 10, jamais. Donc ça, en fait, c'est déjà très important de le comprendre et faire ce travail d'analyse de ce que rend Google aujourd'hui sur les différents mots-clés qui vous intéressent, vous, sur votre site. C'est vraiment le premier élément. Et ensuite, structurer le plus possible l'article. Et pour ça, vous avez des outils qui peuvent vous aider, notamment des outils d'optimisation sémantique comme Serpmantix, encore une fois, que vous retrouverez dans la boîte à outils des Wizards, qui vous permettent de taper votre mot-clé et l'outil va vous dire le top 10 de Google, voilà comment il se comporte. Voilà le nombre de mots en moyenne sur les résultats que donne Google aujourd'hui. Donc pareil, si jamais vous avez un contenu aujourd'hui, pour le mot-clé récupérer son ex, eh ben, vous vous rendez compte qu'en moyenne, les articles font 500 mots. Vous arrivez avec votre article de 3000 mots, bah, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, puisqu'en réalité, Google sait que l'intention, c'est d'avoir une réponse peut-être plus rapide que ça, et qu'on peut répondre à cette intention de manière plus rapide et donc qu'un article de 500 mots suffit largement. Et si vos concurrents font 500 et rankent avec 500, il y a de fortes chances, que 500, soit suffisant ou, bon, c'est compris, hein, c'est pas pour si vous faites 600, il y a pas de problème, mais voilà, faut rester cohérent, dans la C'est juste globalité. pas faire 3000 quoi. C'est ça. Et donc l'objectif de ce brief de rédaction, c'est de vous aider justement à structurer, à identifier tous ces différents points. Et je reviens comme un petit forceur sur la question de l'IA. Typiquement, ça, l'IA, elle est à l'aveugle là-dessus. Donc demain, vous demandez à ChatGPT de vous écrire votre contenu sur un truc, il est complètement hors intention Par dans exemple, tu vois, 95 des cas. l'intention sur récupérer son ex, c'est des étapes et des conseils, genre les 5 conseils et les étapes, genre étape 1, étape 2, étape 3, tu vois? Typiquement l'intention. Ouais. Donc voilà, c'est ça, il faut ce petit boulot-là, il faut le faire sur chacune des requêtes que vous comptez cibler. Donc en effet, le brief de rédaction, peut avoir, un intérêt là-dessus. Je sais pas si vous avez des petites choses à rajouter sur cette partie brief, mais Non, je crois que non, tu as tout dit. C'est juste, étape enfin,
quand vous allez prendre votre doc, où vous allez rédiger par exemple un Word ou même si vous rédigez directement sur un article WordPress par exemple, faites vraiment bien ce truc de prévoir vous mettez votre titre, ensuite vous mettez, votre micro intro et ensuite vraiment en fait, c'est dur parfois de trouver quoi dire. Et quand c'est dur de trouver quoi dire, en général, c'est parce que vous écrivez un petit peu à l'aveugle, comme disait, Arthur. Et si vous faites vraiment ce truc de prévoir vos titres et vos sous-titres, que vous avez vraiment tout ce plan qui est fait, donc je sais pas moi, pour, je récupérer son ex, Anto a dit qu'il fallait faire du étape par étape et ben, vous commencez juste par marquer: «OK, grand titre, étape 1, il faut faire tel truc. Étape 2, il faut faire tel truc. Étape 3, étape 4, étape 5. Ensuite, vous remontez dans étape 1, vous dites peut-être, sous-titre: «Étape 1, il faut faire ça, et option 1, c'est ça, option 2, c'est ça, option 3, c'est ça». Pour l'étape 2, vous faites pareil, donc à la fin, vous allez vous retrouver avec un gros, hem, plan qui est déjà rédigé avec vos titres, vos sous-titres et ainsi de suite. Donc vous avez votre structure qui est faite et après vous avez plus qu'à remplir à l'intérieur. Donc vos petits paragraphes où là, vous allez rentrer dans les détails. Quand vous faites ça, je vous assure que la rédaction de contenu, ça déroule. Mais c'est vraiment ça déroule super simplement. Il y a trop de gens qui, marquent étape 1 qui commencent à écrire le paragraphe et puis qui mettent, option 1 et ainsi de suite et puis après ils se retrouvent à l'étape 2, ils se disent: «OK, là, qu'est-ce que je vais écrire?» et ainsi de suite. En fait, c'est mou comme façon de rédiger. Si vous voulez optimiser votre temps, optimiser votre contenu, faire les choses bien, préparez vos structures en avant, préparez tout. C'est nous, on appelle ça c'est les H2, les H3 et ainsi de suite, donc les titres, sous-titres. Vous faites ça. Dès que votre structure est faite, vous commencez à rédiger et peut-être que ponctuellement, vous allez vous dire: «Ah tiens, j'ai oublié un sous-titre ici. Je pense qu'en fait, je devrais rajouter un titre, un sous-sous-titre à tel endroit» et ainsi de suite. Bref, mais le gros de votre structure sera déjà fait. Et vraiment, vous verrez qu'après, quand vous allez rédiger, ça va venir tout seul parce qu'en fait, vous savez sur quoi écrire et vous avez juste à développer des choses auxquelles vous avez déjà réfléchi. Et c'est là que vous allez pouvoir être efficace et être en capacité de rédiger le plus de contenu possible en le moins de temps possible. Et le Hem, sur Vas-y, cette vas-y. partie-là, sur la partie contenu, je sais pas si on avait prévu d'en parler, mais du coup, on vous parle pas mal d'outils. Alors dans la majeure partie, alors pas tous, mais là typiquement, Serpentix, vous pouvez l'essayer complètement gratuitement. On essaie de vous mettre des outils que vous pouvez utiliser gratuitement. Je pense notamment, aussi, il y a une problématique que vous allez sans doute rencontrer. C'est que là, OK, maintenant vous savez que vous devez potentiellement travailler avec des briefs de rédaction. Et moi, je sais que j'ai un peu cette tendance, quand je veux écrire sur un sujet, à en dire un maximum, et cetera. Et en fait, la réalité, c'est que vous allez, par exemple, vous allez prendre votre sujet, vous allez choisir, comme l'a dit Franck, les sous-titres, et cetera, les différents titres au sein de votre sujet, les différentes choses qu'il faut couvrir, voilà. Mais il se peut que si jamais justement vous faites un contenu qui est très complet parce que vous êtes quelqu'un de perfectionniste, et cetera, eh bien vous fassiez ce qu'on appelle de la cannibalisation ou sans parler de cannibalisation, en gros Google, il aurait attendu un article complet sur l'un des points que vous traitez au sein, du contenu que vous êtes en train d'écrire. Et ça, c'est important. Alors ne vous prenez pas trop la tête. Si vous êtes pur débutant aujourd'hui, encore une fois, c'est le Ouais, genre vous de pouvez choses. sauter cette étape, je pense. Ouais, voilà. Le but, c'est pas de vous bloquer mentalement et au final de ne rien faire parce que vous avez peur de mal faire. Mais à terme, l'objectif, ça va être justement d'identifier, avec encore une fois, vous avez des outils qui vous permettent de faire ça, comme une de page qui permet de faire ça. Encore une fois, vous le retrouvez en description et qui vous permettent de mettre vos deux mots-clés en côte à côte, par exemple, et de vous dire est-ce que ce mot-clé-là, eh bien, ce mot-clé-là et ce mot-clé-là, ça nécessite deux articles différents, deux contenus différents sur mon site, ou alors est-ce que, au contraire, Google aujourd'hui me permet d'en parler dans un seul et même article. Voilà, ça c'est une problématique que vous allez rencontrer au fil de l'eau quand vous allez avoir plusieurs contenus. Voilà, je pense que c'était important que vous ayez connaissance de ça, mais encore une fois, ne vous bloquez pas. Encore une fois, le principal de cette vidéo, c'est passer à l'action. C'est vraiment c'est ça qui va donner du résultat, pas d'avoir un truc qui est parfait, huilé à 100%. C'est voilà.
Un petit point que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut éviter au maximum dans vos contenus de faire du blabla. Il faut que vos ce que vous apportez comme information soit une information importante. Quand on lit votre texte, dites-vous que les gens sont des flemmards, les gens, ont pas le temps, les gens sont devenus, un peu des limaces et ils veulent, heu, quand ils lisent un texte, ils voudront que toutes les informations soient pertinentes et importantes, qu'il y ait pas forcément de trop de redites et ainsi de suite. Si, avec un quelconque outil ou si à un moment vous avez analysé un petit peu les concurrents et que vous voyez que leur article fait, je sais pas moi, entre 1000 et 1500 mots et que vous, vous arrivez à 800 mots et que vous avez, cette impression que vous avez plus grand chose à dire, au lieu de faire comme beaucoup, c'est-à-dire d'aller rajouter des phrases un peu blabla, des phrases bateau par-ci par-là pour grossir le nombre de mots, ne faites pas ça, à la limite foutez l'article de côté, revenez, 1/2 heure après, après vous êtes un peu vidé la tête et essayez de compléter, mais encore une fois en apportant des informations importantes. Hem, Quand vous complétez, il faut vraiment que toutes les informations que vous allez rajouter soient vraiment pertinentes, apportent une information supplémentaire parce que sinon vous allez tomber dans ce truc de rédiger du blabla, juste pour faire un volume de mots par exemple, pour essayer de faire au moins aussi bien que la concurrence et en fait ça fait des articles qui sont chiants à lire, des articles où les gens vont commencer à le lire, vont se dire: «Ouh là, c'est ça tourne un peu en rond, je me casse». Qu'est-ce qui se passe? Ils font un retour arrière sur leur téléphone ou sur, leur ordinateur et puis ils vont aller voir l'article du concurrent. Ça, c'est une chose que vous ne voulez pas, c'est un signal très négatif aux yeux de Google, ça s'appelle du pogo sticking et ce fait de venir sur votre page, de faire retour arrière, d'aller voir quelqu'un d'autre qui lui sera plus pertinent, qu'est-ce que ça dit à Google? Ça veut c'est parce que Google, que ça soit avec Google Chrome ou qu'importe, il est capable de traquer tout ce que vous faites et il va juste se dire: «Ah OK, donc ça fait plusieurs personnes que je vois qui viennent sur ce truc, qui scrollent un tout petit peu, qui à peine arrivés, au 1er quart de l'article, sont déjà repartis pour aller lire par contre l'entièreté de l'article du voisin». Bon bah là, vous pouvez être sûr que votre article va finir par disparaître et ne plus faire de visiteurs. Parce que évidemment, le but de Google, c'est toujours de mettre en avant des, contenus qui seront intéressants, pertinents, qui apporteront quelque chose aux utilisateurs. C'est quand même son business model de base, c'est d'apporter une information. Quand on dit Google, là, on parle du moteur de recherche, mais Google, sous YouTube, on va dire, enfin l'entité YouTube, c'est exactement la même chose. Si vous faites des vidéos sur un sujet et que votre vidéo, au bout de quelques secondes ou quelques minutes, les gens se sont barrés, il se dit: «OK, vidéo de merde» et il la mettra de moins en moins en avant et à la place, il mettra quelqu'un d'autre qui lui a fait une vidéo qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus intéressante et que les gens auront regardé beaucoup plus longtemps. C'est ce qu'on appelle le watch time. Le watch time est très important dans l'algorithme de YouTube et sachez que la plupart des algorithmes, que ça soit du coup, le moteur de recherche de Google, YouTube, mais aussi les algorithmes de type TikTok, Instagram et tout ça, leur objectif, c'est de vous capter votre attention le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'une vidéo qui sera mauvaise, qui, dans l'algorithme, ils se rendent compte que les gens la regardent pas, très longtemps, eh bien, à terme, elle, sera plus du tout mise en avant. Donc à chaque fois, qu'importe le sujet que vous faites et qu'importe l'endroit où vous le faites toujours en sorte d'avoir quelque chose qui est pertinent, qui a peut-être même un petit peu du storytelling, un petit peu ce truc-là. Alors sans vous casser la tête trop, mais essayez de faire en sorte que ça soit, intéressant et qu'on ait envie de connaître la suite. Ouais, alors pour parler des images qui sont quand même assez, importantes, aujourd'hui, vous faites comment vous pour vos images? Toi, quand tu fais, pour tes images, tu fais quoi? Tu fais de l'IA? Le screen, moi. Tu screens? Screen YouTube, screen internet, screen tout, quoi. OK, donc beaucoup de screens. Tu retouches pas nécessairement avec Canva tes images ou Non. bon, toi, Franck, tu le fais pas mal par contre? Tu modifies, tu fais un petit peu Ouais, bah, alors moi j'essaye. Attention, je dis j'essaye parce que je le fais pas toujours, et si je le fais pas, parfois c'est tout simplement par flemme.
Mais si par exemple j'ai un sujet qui va être, on va reprendre le truc de récupérer son ex et qui a un étape par étape de comment récupérer son ex. Imaginons que j'ai fait étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Pour chaque étape, je vais faire une image qui résumera ce qu'on va pouvoir trouver dans le texte qui est disponible, donc que j'aurais mis. Étape 1, imaginons que j'ai, 4 sous-titres parce qu'il y a 4 options, et ben, je vais faire une image assez basique, hein, pas forcément un truc qui est très joli ou quoi que ce soit, mais je vais résumer en images les 4 points essentiels dont on va parler. C'est pas grand-chose, mais en fait, ça fait le taf. Les gens ont besoin un petit peu d'avoir, une visibilité et des informations qui sont vraiment sous ce format, visuel. On fonctionne tous comme ça. Maintenant, par exemple, moi, j'achète, de la protéine sur internet, pour, la musculation, et ben, là où avant, on avait des grands textes qui expliquaient, pourquoi la protéine c'est important ou des trucs comme ça, maintenant, il y a de plus en plus juste des images explicatives dans la protéine. Ça va faire une petite flèche, améliore, les gains musculaires, une autre petite flèche améliore la récupération, une autre petite flèche améliore, je sais pas, vous permet d'avoir votre quota protéines quotidien, et ça résume très visuellement tout ce qu'avant on retrouvait dans des grands textes. Moi, du coup, j'aime bien maintenant, mixer un petit peu les 2 parce que du coup, les gens pourront, en scrollant l'article, voir un peu les points essentiels qui seront, dont on va parler, et s'arrêter sur les trucs qui les intéressent le plus. Le but, c'est que les gens trouvent les informations qu'ils veulent assez rapidement sur votre page, pour éviter justement qu'ils fassent ce truc du retour arrière et qu'ils aillent voir le concurrent. Le but, Mmh. c'est vraiment que les gens, ils trouvent toutes les informations qu'ils veulent, et parfois, juste en scrollant, ils vont voir l'image qui dit: «OK, un des points essentiels, c'est ça», et ils vont aller lire ensuite le point essentiel dans le détail. Et ça, c'est le plus important, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est bien à faire. Évidemment, ça vous rajoute de la charge de travail parce que, ces images-là, vous pouvez assez facilement les faire avec Canva, mais ça vous prendra, 15-20 minutes, si vous voulez faire un truc pas trop dégueu. Ou alors vous créez des templates et vous pouvez aller assez vite, sur ce genre de truc. Encore une fois, il y a pas besoin de trop vous casser la tête. Faut pas que vous passiez 2 heures à faire votre image, hein, c'est vraiment pas le plus important. Le but, c'est que ça soit rapide et efficace. Faut que les informations les plus importantes soient présentes, et point, ça fera déjà une grosse partie du taf, et en faisant ça, d'ailleurs, la plupart du temps, vous ferez directement mieux que la concurrence parce qu'en fait, la plupart des gens le font pas, par flemme. Idéalement, c'est aussi intéressant d'avoir une vidéo YouTube en rapport avec le contenu que vous traitez, pour recycler l'article en format vidéo et faire de l'acquisition de plus de visiteurs/clients. slash clients. Donc ça, c'est en fonction du contenu. De temps en temps, ça peut être intéressant d'incorporer une vidéo qui n'est pas la vôtre, hein, si, elle est complètement, en adéquation avec, ce qui est dit, si elle apporte une vraie plus-value à la personne qui va lire votre contenu, et si, par exemple, elle peut aussi aider, à faire passer un petit peu plus de temps à votre visiteur sur votre site. Ça, c'est un point, qui est, très important, et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, Google voit globalement tout, grâce à son, navigateur, Google Chrome. Google a les informations sur ce qu'il se passe sur votre site, non pas parce il a accès au cœur de votre site, mais parce que la majorité des gens sur internet naviguent avec Google Chrome, et ces gens-là, du coup, sont, suivis par Google pour pouvoir, savoir un petit peu comment ils se comportent, si justement ils font, comme l'a dit Franck tout à l'heure, du pogo sticking, c'est-à-dire qu'ils se barrent très vite de votre site, et cetera. Donc votre objectif, ça va être d'identifier, enfin de vous assurer que ce soit pas le cas, et le fait d'implémenter des vidéos YouTube, au-delà même de l'intérêt que peut avoir YouTube en tant que tel, et donc potentiellement utiliser le contenu que vous avez écrit pour en faire une petite vidéo, ça peut être aussi, une bonne chose. Mais, voilà, la vidéo, c'est un très chouette moyen de maintenir ses visiteurs sur votre site, et de leur vendre des choses aussi. Parce que vous pouvez, tout à fait, convaincre avec une vidéo, par exemple, et si vous parlez de modélisme, encore une fois, vous pouvez tout à fait, expliquer en quoi, l'hélicoptère, machin truc, est le meilleur, hélicoptère miniature, et cetera, et bref, vous pouvez, ça a tout son intérêt. Et juste, même si on en parlera, plus tard et que je développerai là-dessus, mais il y a des solutions pour faire des vidéos sans avoir besoin de vous montrer, vous, votre tête, quoi.
et ça, on développera un peu plus, ensuite dans la partie YouTube, comme Mmh. ça on reste, carré. Donc ça, c'est voilà, c'était toute la partie sur le contenu et maintenant on peut partir sur, encore une fois, là, vu qu'on parle d'édition de site, majoritairement, on va partir sur ce qui s'appelle le netlinking. 1 point essentiel d'ailleurs, j'ai oublié de le noter, mais vous allez sur notre chaîne YouTube, vous marquez, Wizards Podcast Netlinking, vous avez une grosse vidéo qui est un guide du netlinking. Donc vous avez absolument tout dedans, toutes les informations. Là, on va vous refaire un petit résumé, mais vous avez une vidéo qui, je crois, dure 1 heure et dedans on Ouh là, j'allais dire, je crois qu'elle dure plus presque une bonne heure et demie, voire 2. Mais par contre, bah, vous c'est au moins vous sans avez un cours fioriture. complet. Ouais, Et voilà. d'ailleurs, elle a vraiment très bien marché cette vidéo parce qu'elle est très qualitative dans son contenu et dans ce qu'on peut, transmettre dedans. Donc voilà, si vous voulez, encore une fois approfondir, n'hésitez pas. Mais, bah, on va quand même développer un petit peu les différents points, même si on A les Avant de aborde, développer les points, moi je suis chaud de demander à Anto si aujourd'hui, Anto, tu avais un projet d'édition, tu vois, et que tu devais, pas penser netlinking comme ça, on a un peu d'honnêteté dans tout ça. Comment tu t'y prendrais, pour le netlinking toi, demain Si je là? devrais faire du netlinking, en vrai, Ouais. je ferais des j'essaierais de faire des pages pour avoir du lien naturellement. C'est un peu con de le dire, mais j'essaierais de, je sais pas, faire des calculateurs, des choses comme ça, pour avoir Alors du vrai dans lien. le cadre de ah notre site d'ailleurs de modélisme, comment on fait pour faire ça? C'est un peu compliqué, je pense, mais je sais pas, je sais par exemple, je pense qu'il doit y avoir des compétitions, pas des compétitions, mais des lieux qui doivent référencer, les trucs pour faire voler les avions, des choses comme ça, tu vois? Bah, je ferais ce Ouais. type de tu feras page, une carte interactive, par exemple. voilà, qui sera sûrement partagée sur les réseaux sociaux, sur des forums et tout, et je pense que c'est la meilleure chose à mettre en place, sur le long terme, ce genre de choses. Ouais, Parce ouais, que le problème clairement. de l'achat de liens, la vérité, c'est que les liens sont de moins en moins qualitatifs. Il y a la désindexation et au final, tu te retrouves un peu dans une spirale d'avoir toujours ce budget à mettre dedans et à continuellement le mettre, et je suis de moins en moins fan, en fait. Voilà, pour être D'ailleurs, très franc. tu viens de me faire penser à un truc que je voulais absolument te dire, avant et que j'ai oublié, donc c'est cool. C'est dans vos idées de contenu, pensez à faire des contenus de type, glossaire, par exemple. Donc vraiment, Mmh. lexique, enfin glossaire/lexique, par exemple, le lexique du modélisme et vous avez, Ouais, un voilà, peu par exemple, tout aussi, c'est super bien. ouais, Un autre ça exemple, par c'est top. exemple, là, tu vois, avec les élections qu'il y a en ce moment, il y a sûrement des gens qui auraient des sites, par exemple, sur le budget, sur les impôts et tout, de faire des calculateurs sur, les nouveaux barèmes d'impôt sur le revenu de LFI, par exemple. Il y a moyen de récupérer des tonnes de liens, en fait. Il y a plein de choses à faire sur ce genre de, Ouais, ouais, enfin, voilà. il y a clairement des choses à faire. Bah, par exemple, donc c'est ça, des calculateurs comme ça, lexique comme que je disais, statistiques. Il y a par exemple plein de gens qui vont Ah oui, taper, je aussi, sais pas ouais. moi, statistiques de, la vente, d'hélicoptères de modélisme. Bon, je sais pas si beaucoup de gens tapent ça, mais s'il y a des gens qui tapent ça, et ben, c'est ou je sais pas, statistiques, du nombre de gens qui font du modélisme en, 2024. Et ben, encore une fois, peut-être qu'il y a, et ça vous pouviez le faire en 2023-2022, c'est un article qui peut être mis à jour, enfin qui peut être recréé chaque année avec les nouvelles statistiques. Statistiques que vous essayez d'aller, trouver ou je sais pas, des trucs qui peuvent être, même, statistiques, du nombre de femmes et d'hommes, enfin différence, femmes-hommes qui sont, dans tel domaine. Et voilà, c'est tous des trucs qui peuvent être repris et parce qu'il y aura, des forums, des médias, qu'importe, qui vont dire, d'après, le site machin, il y a, 50, ou je sais pas, 80 d'hommes qui font du modélisme, et seulement 20 de femmes. Bon, bah, voilà, enfin, il y aura des trucs comme ça. Essayez d'aller chercher, c'est Anto a 100 raison là-dessus. Essayez d'aller créer des choses qui sont, facilement partageables. Et c'est vrai que ça, c'est le truc le plus important et souvent, par contre, c'est ce qui demande le plus de travail. Et Ouais. donc c'est souvent la Mais sur le long problématique, c'est terme, ce c'est qui ce fait qui que c'est fera peu la fait. grosse différence. Mais c'est ça, sur le long terme, clairement, c'est vraiment le plus efficace. Notamment, par exemple, je prends l'exemple de la musculation, mais il y a des sites qui avaient créé des calculateurs et ça, vous pouvez le faire avec ChatGPT, hein, Anto, Mmh. tu nous avais montré, c'est pas si compliqué que ça. Mais même, il y en a qui avaient à l'époque où il y avait pas de ChatGPT, qui avaient fait développer ça, en HTML, CSS et enfin, un truc très basique fait par, des gens,
des petits développeurs qui avaient fait ça et ils mettaient ça sur une page et en fait, c'était un calculateur de macros, donc savoir combien il faut manger de protéines, de glucides et de lipides par jour, en fonction de son poids, sa taille, et de son activité physique. Et en gros, bah, ça, c'était ultra partagé à l'époque parce qu'en plus, il y a pas beaucoup de gens qui avaient mis ça en place. Dans le monde du CBD, par exemple, il y a pas mal enfin, il y a des personnes qui avaient mis en place un calculateur de dosage de CBD pour Mmh. les gouttes d'huile de CBD qu'on se met sur la langue. Bah, ça, il y a plein de gens qui, quand ils achetaient de l'huile de CBD, se disaient: «Mais combien j'en prends? Est-ce que je dois prendre une pipette entière? Est-ce que je dois prendre une goutte?» Et en fait, tout ça se calcule par rapport à son poids, en général et donc bah, du coup, on rentrait son poids, sa taille, je crois. On disait: «Bah, voilà, j'ai de l'huile à 10 et ça disait: «Bah, dans ce cas-là, il faut prendre, 4 gouttes» et c'est voilà, c'était des calculateurs comme ça. Ça, c'est très partageable, c'est vraiment des bons trucs. Donc Et c'est avant le d'aller un premier peu plus point. loin sur cette partie, lien, moi je propose juste que je vais rapidement réexpliquer ce qu'est un lien et en quoi c'est intéressant, parce qu'on Mmh. imagine qu'il y a quand même des débutants qui nous écoutent. En gros, aujourd'hui, le SEO, donc le référencement web, c'est composé de plusieurs pôles. En gros, vous avez le pôle technique, donc la performance d'un site internet, la manière dont il va le charger, la taille des images, enfin, je vous la fais très très courte, la qualité de l'hébergement, etc. Ensuite, vous avez le pôle tout ce qui se passe sur la page, donc c'est plus ou moins ce qu'on vient de traiter avec le contenu, la profondeur du contenu, est-ce qu'il répond à l'intention de recherche, le nombre de mots, le machin, tout ça, la sémantique, tout ça, c'est le contenu, donc ce qu'on appelle le on-page, sur la page, ce qui se passe sur la page. Et là, ce dont on est en train de parler, c'est le off-page, ce qui se passe à l'extérieur de la page, qui a aussi un impact très important en SEO. Et pour vous la faire très très courte, c'est le nombre de personnes ou de sites internet différents qui vont parler de l'une de vos pages ou de votre site de manière générale en faisant un lien vers votre site. Et donc, ce nombre de liens-là et la qualité des liens, typiquement, si vous avez un lien qui vient de, je sais pas, un énorme média comme Le Point, bah, il n'aura pas le même impact que si vous avez un lien du petit site que j'ai créé hier qui est complètement pourri, qui est à peine indexé, qui n'existe à peine, quoi. Donc, les différents liens ont des poids différents. Donc, comme ça, vous êtes au courant de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Et donc, l'acquisition de ces liens, on peut soit les provoquer. Donc là, comme viennent de l'expliquer Anto et Franck, avec des contenus qui provoquent des liens, donc qui vont pousser les gens à partager votre contenu et donc à faire des liens vers votre site. Mais on peut aussi les manipuler. Et c'est aussi ce qu'on va vous apprendre à faire, parce que c'est pas forcément le plus simple. Ou alors on peut faire les deux d'ailleurs. On peut manipuler, acheter des liens, par exemple, et en Bah, c'est parallèle même les provoquer. recommandé. C'est même recommandé. Tout à fait. En fait, dans l'acquisition de liens, il faut tout faire pour essayer d'en avoir. Donc, faut pas se bloquer et se dire: «Je fais qu'un seul truc». Il faut, faire, diverses choses. D'ailleurs, c'est même bizarre de faire qu'un seul truc parce que aux yeux de Google, ça c'est pas naturel d'avoir, par exemple, hem, absolument que des sites qui vont parler de vous. Mais pas de forum, pas de lien qui vient de d'autre part, même pas Pas de de lien lien des réseaux cliqué. sociaux, pas de lien cliqué, que des trucs Mmh. comme ça. Très bizarre. Donc en fait, le but, c'est d'avoir un peu une masse diverse de choses, qui sont mis en place pour qu'on parle de votre site ou que des liens soient faits, vers votre site. Hem, Est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire déjà en netlinking? Avant qu'on parle, avec l'acquisition de liens, est-ce que vous a typiquement acheter des liens sur Fiverr, est-ce que c'est bien? Parce bah, qu'il y a beaucoup de c'est ce gens que j'allais dire. qui il y a beaucoup de gens dont c'est un peu le réflexe: «Bon, bah, OK, les wizards, ils nous ont dit qu'il fallait du lien et qu'il fallait qu'on fasse tous les liens possibles». Donc ils vont aller sur Fiverr, se prendre un bon coup de blast et de gigs de liens non indexés et complètement pourris. En gros, il y a des bons liens, il y a des enfin, il faut faire attention, pas faire n'importe quoi non plus évidemment. Et typiquement, aller acheter des liens sur Fiverr, c'est par exemple la pire des idées. Pour votre petit projet de débutant en affiliation en tout cas, évitez vraiment. Et on va vous recommander certaines choses et certains services qui permettent d'accéder à des liens. Le premier d'entre eux, c'est alors vous avez encore une fois, vous avez différents types de liens. Vous avez ce qu'on appelle les liens, enfin, comme l'a dit Anto tout à l'heure au début, aujourd'hui, le problème, c'est que les liens, dans leur globalité, quand ils sont pas ultra qualitatifs, et un lien ultra qualitatif, c'est compliqué à trouver, ils finissent par se désindexer, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient dans l'index de Google, ils disparaissent, et donc, votre lien disparaît. Et pour pallier à ce problème-là, l'une des manières, c'est de créer du lien
en permanence. Et en fait, c'est ce qu'on appelle du volume de liens. Et ce volume de liens, vous pouvez, par exemple, nous, on est très friand d'un service qui s'appelle Linkuma. Vous avez un code promo Wizards qui vous donne accès, c'est quoi, 15% sur 10%, Linkuma je crois. ou 10%, enfin, qui vous donne une promotion tarifaire sur les crédits de Linkuma. Donc tout ça, c'est en description. Et Linkuma, par exemple, moi, je sais que sur la globalité de mes sites, je fais en sorte d'avoir au moins 5, 6, 7, 8, 10 liens par mois en fonction du site, de sa taille, de sa thématique, qui arrivent. Et ça me permet d'avoir du volume de liens qui arrive continuellement sur le site. Et vous avez ensuite, au-delà de Linkuma, parce que je tiens à le dire aussi, Linkuma, Et c'est bien, mais c'est absolument pas suffisant. Ouais, vas-y, Franck. et juste, en fait, je viens de vérifier, non, c'est bien 15%, tu raison. 15%. Ok. Mais voilà, donc c'est pas suffisant. Et donc, comment faire pour avoir quelque chose de suffisant dans la globalité de sa stratégie? Bah, vous pouvez acheter des liens sur Linkuma, un petit peu. C'est globalement environ 10 € le lien, donc c'est vraiment pas cher. En tout cas, pour du lien, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup plus cher. Et en parallèle de ça, nous, ce qu'on vous recommande avec les Wizards, c'est de faire du lien sur des forums. Et pour ça, pareil, donc soit vous le faites vous-même et vous apprenez à le faire. C'est pas quelque chose de facile à faire, ni ouais, facile, j'allais dire, ni de simple, mais c'est globalement la même chose que facile. Simple, ça sert à rien de le dire. Mais c'est quand même, il y a un vrai skill, une vraie compétence derrière ça. D'ailleurs, Franck, toi, tu as fait un module ultra complet dans la Wizards Academy, dans notre formation, pour apprendre justement à faire du lien forum de manière très Ouais, bah, qualitative. en fait, ça fait 10 ans que je fais, du lien forum et que j'aime bien ce petit truc d'aller chercher un petit peu, les endroits où mettre des liens et enfin, dont avec des stratégies qui fonctionnent, quasi à coup sûr, que évidemment je vais pas dire ici parce que c'est dit, dans notre formation donc voilà, c'est le jeu quoi, pour nos élèves qu'ils aient les bonnes strates. Hem Mais il y a des choses à faire. Ça peut, au début, paraître un petit peu déroutant la façon de faire, mais en fait, après, c'est quelque chose qui s'apprend et qui déroule et il faut savoir que le lien forum, donc dit ninja linking dans notre cas, mais le fait d'avoir des liens sur les forums, ça fait 10 ans que j'en fais, ça fait 10 ans que ça fonctionne et pourtant ça fonctionne par vagues où, il y a quelques années, des gens disaient: «Ah non, mais ça, c'est une technique, saut, 2015, ça ne marche plus du tout». Pour info, ça a toujours marché, ça marchera sans doute toujours. Il y a aucune raison pour laquelle, Google ne prendrait plus en considération des liens forums. C'est efficace, c'est juste qu'évidemment, il faut bien les faire. Si, vous êtes sur, un forum qui parle, de je sais pas moi, de sauce bolognaise et que, vous dites: «Regardez ma recette de la sauce bolognaise, que j'ai fait, en vacances. D'ailleurs, j'ai, conduit un super, avion de modélisme pendant ces vacances». Bon, ça peut fonctionner, mais ça peut fonctionnouiller, quoi. C'est pas non plus le truc idéal. Il y a un peu un degré, qu'il faut évaluer de la pertinence de ce lien, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, mais gardez juste en tête que ça fonctionne très bien, même si, les influenceurs LinkedIn, disent que ça marche plus en 2024. Faut bien se dire que la plupart du temps, ils sont éclatés et qu'ils savent pas de quoi ils parlent et qu'ils ont sans doute jamais testé. Donc quand vous testez vraiment et quand vous le faites, vous verrez que ça marche. Et le gros avantage, c'est que c'est l'une des méthodes qui permet de faire du lien de qualité et gratuitement, puisque, Oui, en plus. Enfin gratuitement, sans dépenser d'argent, par contre, ça prend un petit peu de temps. oui, ça prend du temps, ouais, mais ça vous coûte pas d'argent. Donc quand on débute, ça peut être une solution. Après, encore C'est une vrai. fois, encore faut-il savoir les faire. Mais voilà. Et si jamais vous souhaitez déléguer cette partie-là, également, bah, nous, on a un partenaire qui s'appelle Shinobi et qui est spécialisé là-dedans. Et pareil, vous retrouverez toutes les infos et le code promo vers ce service en description. Qui donne Et 10% du coup, pour Shinobi. 10% pour Shinobi. Et du coup, vous avez, en parallèle de ça, donc là, on est toujours sur cette stratégie lien, on fait du volume de liens avec, Linkuma, par exemple. On fait en parallèle du lien forum, soit soi-même, soit avec, Shinobi ou un autre service. Et on fait en dernier, c'est quel est le dernier point un peu important pour consolider sa stratégie de netlinking, les gars? Bah, ouais, c'est plutôt les liens, médias, enfin pas médias, mais on va dire sur des blogs.
sur des blogs très thématisés. Donc là, vous avez Ouais. 2 options. La première des options, c'est, bah, encore une fois, vous lancez un site sur le modélisme et ben, vous allez contacter les différents acteurs principaux ou des blogs, de passionnés comme vous sur le sujet et vous allez peut-être, donc là, lui proposer directement, formulaire de contact: «Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis un passionné de modélisme, j'ai créé un site qui s'appelle, modélisme.fr. Je parle de modélisme, j'aimerais bien qu'on puisse, est-ce qu'il est possible que je publie un contenu sur ton site que je vais écrire, un contenu où vous allez prendre le temps d'écrire un contenu pour le site de quelqu'un d'autre, dans lequel vous allez insérer un lien. Donc vous êtes complètement franc avec la personne, mais l'objectif c'est pour lui d'avoir un contenu gratuit de qualité et potentiellement du coup d'avoir un petit peu de trafic SEO grâce à votre travail sans qu'il n'ait rien fait sur son site. Mais il y a un petit lien dans l'article. Voilà, c'est la contrepartie. Et si jamais ça ne passe pas, bah là vous pouvez proposer une petite somme d'argent. Donc là, ça va dépendre de la taille du site, de beaucoup de choses. Mais ce type de lien, c'est important de les avoir et ça consolide la stratégie globale que vous êtes en train de mettre en place avec des liens de volume et avec des liens forums, par exemple. Vous avez quelque chose d'assez complet de cette manière-là. Et l'une des autres manières, au-delà de contacter en direct les différents sites que vous avez identifiés, c'est de passer par des plateformes. Vous avez notamment Rocket Links, eReferrer, SEM Juice aussi. Voilà, Ouais, vous, Links vous en, vous en- Garden, Links Garden, oui, vous en avez plusieurs en France, des plateformes comme ça. Donc vous pouvez directement acheter des liens sur des sites liés à votre thématique qui sont déjà positionnés sur ces plateformes. On en parlait au début de cet épisode de podcast. Le secteur de la vente de liens est un secteur qui rapporte beaucoup d'argent aux gens qui font ça aujourd'hui. Et bah voilà, ces plateformes-là sont là pour se mettre en relation les acheteurs de liens et les vendeurs de liens. Et vous trouverez peut-être de bons sites. Après, méfiez-vous parce que beaucoup de ces sites sont ce qu'on appelle des fermes à liens. Donc là, pareil, il va falloir être capable d'identifier les mauvais liens, les bons liens, et cetera et pas acheter 200 balles un lien qui, au final, est complètement pourri. Mais voilà, vous trouverez, en cherchant bien de bonnes opportunités, pour faire des liens également là-dessus. et du coup, il y a un très, très bon outil, que Julien, nous a présenté d'ailleurs, dans l'interview qu'on a fait avec lui, qui s'appelle Linkfinder. Pareil, vous aurez le lien en description et un code promo qui vous donne 30 de réduction. Linkfinder, qu'est-ce que c'est? C'est un outil dans lequel vous allez, par exemple, pouvoir mettre, le lien de vos concurrents et ça va vous sortir une liste complète de où il a pu acheter ses liens et un comparateur de où vous pourrez le trouver le moins cher. Donc ça, c'est vraiment cool. En gros, vous prenez un concurrent, vous le mettez dedans et après ça va vous là, on vous a dit, il y a, eReferrer, Rocket Links et différentes, plateformes qui existent, mais en fait, des plateformes comme ça, d'achat, vente de liens, il en existe des dizaines. Et en fait, la Linkfinder fait en gros, récupère toutes les infos de tous ces vendeurs de liens et pour chaque lien, qui en général sont disponibles sur plusieurs plateformes, eh bien, ça vous dira, il est par exemple en vente à 50 € à tel endroit, il a 65 € ici, mais en fait, il a 38 € sur celui-là et comme ça, vous savez Mmh. où, vous pouvez l'acheter au prix le moins cher. Donc, très, très bon outil. Pour info, avec le code promo, je crois qu'on est aux alentours de 10 balles par mois, de prix d'abonnement. Moi, je l'ai pris et en un lien acheté, ça me l'a remboursé, quoi. Mmh. Parce que, en gros, j'ai vu que en gros, j'allais l'acheter sur un site, sur une des plateformes. J'ai vu que sur une autre plateforme, il était, je crois, 30 balles moins cher. Bon, bah, voilà, je l'ai pris là-bas. Chose que, en fait, c'est ultra chiant parce que là, vous allez vous dire: «Bah, oui, mais je peux le faire à la main». Mais en fait, quand vous êtes comme nous et que vous avez déjà, il y a plein de plateformes sur lesquelles j'étais même pas inscrit. En plus de ça, quand on achète, heu, plusieurs dizaines de liens par mois et ben, aller tous vérifier toutes les plateformes à la main, franchement, j'ai pas, 5 heures à mettre pour faire ça. Là, pour 10 balles, j'ai un un comparateur qui me le fait tout seul et ça vaut bien son pesant de cacahuètes. On va pouvoir passer à l'optimisation de la conversion maintenant qu'on a traité cette partie, off page et acquisition de liens.
Pareil, même question. En taux, qu'est-ce que si demain, tu dois optimiser, la conversion pour ton site de modélisme, c'est quoi tes premiers réflexes, toi? 1er réflexe, bah, vous l'en a déjà dit, mais je mettais une vidéo déjà et Ouais, après, sticky bouton, en footer. C'est vraiment le truc que je trouve le mieux, OK. OK. vraiment. Donc ça sticky bouton, c'est pour expliquer aux gens, c'est quand tu scrolles, tu as un petit bouton qui reste en permanence Ouais et en bas. et un bouton qui redirige où, du coup, sur ton offre, sur le lien Sur le d'affiliation? produit, ouais, sur le fonction de la page que c'est, mais voilà, quoi. Vraiment, je ferai que ça, après si, il y a plein d'autres choses, mais vous allez tout dire, mais je vous Non, laisse vas-y, un hein, peu la vas-y si parole. tu veux. Vas-y, on en Bah, parle sur beaucoup mobile, déjà donc. sticky sidebar sur PC, je veux dire. Donc la même chose, mais en plus sur la sidebar. Tableau comparatif, vous êtes plus calé que moi pour le faire ça, au niveau des extensions et tout. Donc je sais pas si vous voulez développer un petit peu? Ouais, vas-y, Vas-y enclenche-le Franck, ou j'y vais. affiliate table, vas-y, parle-en. Bah, moi, il y a un plugin que j'aime bien qui s'appelle Affiliate Table. Vous aurez le lien en description si vous voulez. C'est un plugin qui permet très facilement de faire des tableaux comparateurs, comme vous voyez. Alors, je dis tableau comparateur, mais il fait pas que ça. Il fait plein de choses différentes. Il fait aussi des box, vous savez, avec la note, les petites barres qui dit très bien pour ça, moins bien pour ça et tout ça. Tout ça, c'est regroupé dans un truc qui s'appelle Affiliate Table et qui vous permet, du coup, soit de faire des box de notation, on va dire. Soit vraiment faire ces tableaux, par exemple, le numéro 1 de tel truc, c'est ça, le numéro 2 c'est ça. Pour reprendre, l'exemple, je sais pas, des sites de rencontres. Quel est le top 3 des meilleurs sites de rencontres pour les personnes qui ont plus de 50 ans? Et ben, je vais avoir ce tableau qui va dire, le numéro 1 bah, c'est mythique, le numéro 2 c'est, tel truc et le numéro 3 c'est ça. Et en fait, ça a déjà un design qui est joli, ça a déjà les boutons qui pourront vous renvoyer vers les bonnes offres et tout ça, donc vers vos boutons d'affiliation que vous pouvez faire briller, que vous pouvez faire plein de choses pour que vraiment ça attire l'œil et que ça donne envie d'aller cliquer dessus. Heu, Faire un tableau comparatif à la main, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Si vraiment vous voulez pas dépenser de sous, vous pouvez tout à fait faire des images un petit peu rectangulaires dans la hauteur en format vertical, que vous faites sur Canva et en fait votre tableau, bah, ça sera juste des images. C'est la version ultra cheap et peu lisible pour Google, mais ça reste une solution qui fonctionne, que j'ai déjà fait à l'époque et qui est tout à fait OK à faire, si vous le voulez. Donc il y a des façons de faire, mais la version la plus optimale, je trouve, c'est le plugin Affiliate Table que j'utilise maintenant depuis peut-être, enfin depuis plusieurs années. Ça fait longtemps que je l'utilise, peut-être 3, 4, 5 ans peut-être même, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Enfin, je l'ai pris à la sortie en fait ce truc parce que je me suis dit qu'il était cool et depuis il a vachement évolué et il est souvent mis à jour avec des nouveaux templates, pour que ça soit, des designs différents et tout donc j'aime bien. Donc ça, c'était ça. Anto nous a parlé d'un sticky CTA. Donc qu'est-ce qu'on appelle un sticky CTA? C'est une espèce de barre que vous voyez parfois sur les sites où ça va rester collé en bas de votre téléphone ou en haut ou, enfin je dis téléphone, mais ça marche aussi, sur PC évidemment, avec une barre qui va vous dire, je sais pas moi, profitez de l'offre du jour, et puis il y a un petit bouton qui vous permet de profiter d'une promotion. Bah, ça, c'est tout con. Il y a un plugin qui s'appelle Sticky CTA, pareil, lien en description. Vous aurez aussi un code promo, qu'on a négocié pour vous pour, ce plugin Sticky CTA. Ça fonctionne sur WordPress, c'est ultra simple à mettre en place. Vous pouvez faire votre design et pour chaque page, vous pouvez dire: «Bah, je veux que mon Sticky CTA, ça soit celui-là, qui est en rapport avec votre offre» et en fait, les gens, à force de en gros, quand ils vont scroll, par exemple, sur votre téléphone, enfin sur le téléphone, ils vont avoir toujours la petite barre en bas qui dit «Profiter de la promo» et en fait, assez naturellement, quand ils vont scroll un petit peu le texte, qu'ils vont trouver leurs infos, même s'ils ont pas un bouton devant les yeux, en fait, ils auront quand même ce sticky CTA et ils se diront: «Ah tiens, je vais cliquer dessus parce que je veux profiter de la promo» et on ne s'en enfin, peu de gens s'en rendent compte, mais ça augmente vraiment, vraiment Mmh. les conversions. Anto, tu es le mieux placé pour le savoir. Toi, tu l'as mis sur des sites, où sur lesquels il y avait pas et en fait, tu doublais ton Ouais, chiffre d'affaires je dessus dirais ça fait quasiment. pas ouais, bien 20-30 ouais, facile, hein. Ah ouais? OK. Ouais, Ouais. je pensais, un petit peu plus, mais parce qu'il me semblait une fois, tu avais mis ça sur un site et tu avais, explosé les conversions dessus. Ça dépend vraiment les niches, ouais, mais Ouais, en après ça général, on va dépend des dire niches, bien sûr. 20-30 ouais. Ouais. OK.
Donc voilà, ça, c'est vraiment des trucs à mettre en place et Arthur, peut-être tu veux parler des box cliquables? Toi, tu avais eu des très, très bons résultats avec ça. Ouais, ouais, bah, les box cliquables, tu le disais au début, avec, un thème comme, Generate Generate Blocks, Premium et cetera. On vous avez ce qu'on appelle une box, c'est une espèce de boîte, un encadré dans lequel on va mettre le nom, du service qu'on met en avant. On va mettre un petit bouton, donc ce qu'on appelle un call to action pour, bah, inviter l'utilisateur, sur votre site à cliquer sur ce bouton et donc, à aller, visiter votre lien d'affiliation et à potentiellement prendre le service derrière. Et en fait, ce qui est intéressant, de savoir, et ce qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est que si vous, aujourd'hui, vous avez ces petites box et que c'est uniquement votre bouton qui est cliquable, et ben, nous, on s'est rendu compte, alors c'est sans doute pas nous qui avons inventé ça, mais en tout cas, on s'en est rendu compte, assez rapidement que quand on rend l'entièreté de la box cliquable, ce qui est complètement possible avec, encore une fois, un plugin comme Generate Blocks Premium, eh bien, le nombre de clics sur cette box et donc vos résultats concrets et financiers, liés à votre affiliation que vous mettez en avant via cette box, sont, complètement métamorphosés. Et ça, c'était assez ouf de constater ça quand on l'a vu, mais c'est vraiment le cas. Donc si vous avez uniquement le bouton de la box cliquable, bah, on va supposer, par exemple, vous allez faire, je sais pas moi, 40 clics, par jour, et si jamais vous avez toute la box, vous en faites, 70, quoi. Donc c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes revenus à la clé, donc n'hésitez pas à le faire également pour optimiser votre conversion. On mettra le lien pour les blocs, enfin, pour le plugin qui fait les blocs, en description, les blocs cliquables et juste comment on se rend compte de ça parce que, bon, on se rend compte déjà aux statistiques, mais en plus de ça, vous avez des ce qui s'appelle des heatmaps, donc c'est des plugins que vous installez sur, votre site et qui vous permet en gros de enregistre les clics que font les gens. Et en fait, c'est assez cool de mettre ça sur ces sites parce que vous allez vous rendre compte que les gens cliquent parfois à des endroits auxquels vous n'auriez jamais pensé. Et ça peut être tout con, mais imaginons que vous avez ce tableau comparateur, vous avez cet endroit cliquable et que vous aviez logo, du site que vous mettez en avant, genre Mythique, les avantages et inconvénients de Mythique et le bouton en bas et que vous aviez fait que l'image de Mythique n'est pas cliquable. Et ben, en fait, avec le heatmap, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui essayent plein de fois de cliquer sur Mythique et puis ça marche pas et en fait, ils vont pas se dire: «Je vais aller cliquer sur le bouton», juste ils vont se barrer et c'est what the fuck quand tu regardes ça, tu te dis: «Mais je ne comprends pas, il y a un gros bouton qui est rouge fluo en dessous, pourquoi tu ne cliques pas dessus?» Mais juste, bah, les il y a des gens qui fonctionnent comme ça. En fait, là, bah, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites: «OK, il faut soit que ma box entière qui contient l'image soit cliquable, soit au moins que l'image soit cliquable». Mais parce que moi, j'ai déjà vu des gens qui allaient cliquer sur les avantages, en se disant qu'ils allaient pouvoir, ouvrir le site en cliquant sur les avantages. Enfin, c'est parfois, il y a des trucs comme ça où il faut pas chercher à comprendre, il faut juste appliquer et au moins, quand vous avez les box cliquables, ça Ça règle le qu'importe où les problème, gens quoi. cliquent ouais, c'est ça, qu'importe où les gens cliquent, ça renvoie, vers votre lien d'affiliation et si les gens cliquent sur votre lien d'affiliation, c'est quand même de l'argent en plus potentiel dans votre poche et c'est tout ce qu'on veut. Création d'une chaîne YouTube. Alors je vais essayer Attends, de juste Arthur, je voulais finir sur un point aussi ah dans pardon. dans les conversions Ouais. parce que je pense qu'il y a un point qu'on a oublié de dire. C'est que vous allez avoir des contenus plus ou moins grands. Il y a des gens, je sais pas pourquoi, qui ont un peu, peur d'être vendeurs et c'est-à-dire qu'ils vont faire des articles, des pages super bien, par exemple, les meilleurs, sites de rencontres, pour personnes de plus de 50 ans, qui vont faire une intro, qui vont commencer à expliquer des trucs et tout et puis à la moitié de l'article, ils vont mettre leur tableau ou alors ils vont dire: «Le meilleur site de rencontre, c'est celui-là». Mais tout le avant, il y a aucun endroit qui était cliquable. Ça, c'est une méga erreur. Très rapidement, il faut qu'il y ait un endroit où les gens peuvent cliquer ou avoir rapidement leur réponse. C'est-à-dire que la structure de votre article doit faire en sorte que Mmh, dès votre intro, par exemple, vous allez rajouter une petite phrase ou un petit bloc cliquable ou un truc assez joli pour mettre en avant, une petite bannière, qu'importe ce que vous voulez, qui va dire: «Si vous avez la flemme de lire tout cet article», bon, je vous la fais, un peu, en vrac comme ça, évidemment, vous choisissez des mots plus pertinents, mais si vous avez la flemme de lire tout cet article, sachez que aujourd'hui, pour les personnes de plus de 50 ans, le meilleur site de rencontre, c'est 2 points ou une image ou un bouton ou ce que vous voulez Mythique, par exemple.
et vous renvoyez directement vers Mythic. Il y a des gens, ils en ont rien à foutre de savoir quel est le top 3. Tout ce qu'ils veulent, c'est le meilleur. Si aujourd'hui le meilleur, c'est Mythic, dès le début, vous leur dites: «C'est Mythic», qu'est-ce qui se passe? Ils vont cliquer sur le bouton, ils seront redirigés vers Mythic, ils ont eu la réponse à leur question, c'est plié. Google, qu'est-ce qu'il verra? Il verra que les gens, ils arrivent sur votre page et que très rapidement, ils ont la réponse à leur question. Ils ont pas besoin d'aller voir un autre site ou quoi que ce soit. Ils arrivent, ils ont une réponse, vous êtes pertinent, il sera content, tout le monde est content, vous gagnez de l'argent parce que les gens sont inscrits sur Mythic et c'est le truc idéal à faire. Donc n'ayez pas peur de vendre, n'ayez pas peur dès le début de donner votre réponse. Faut arrêter avec ce truc, de se dire: «Il faut absolument que les gens lisent tout mon article». On s'en fout. Le but, c'est que l'utilisateur soit heureux de trouver rapidement la réponse à sa question et que vous gagnez de l'argent parce que rapidement, il a cliqué sur votre lien d'affiliation. Tout le monde est content. Donc vraiment, ne vous cassez pas la tête avec, à essayer de faire du blabla pendant 15 plombes en se disant: «Ça va optimiser la conversion parce que les gens auront confiance dans ce que je raconte». Oui, ça marche pour certaines personnes, mais il y a beaucoup de gens pour qui ça ne marchera pas et qui veulent juste une réponse rapide. Et donc du coup, on va se resituer, vous êtes dans votre première année, d'activité en tant qu'affilié. Pour moi, c'est très important que vous saisissiez l'opportunité que représente, au-delà du référencement, au-delà de la création de votre site, la création d'une chaîne YouTube liée à votre activité. On le dit là, on a beaucoup pris l'exemple du modélisme, «niche passion» entre guillemets et tu le disais Anto, toi, si tu devais attaquer cette niche demain, tu le ferais essentiellement, au travers de YouTube. C'est Il y a énormément de niches dans lesquelles c'est «facile», entre guillemets en tout cas, d'aller créer votre chaîne YouTube en parallèle. Je vais lister les points qui sont importants à prendre en considération. Je vais faire en sorte que vous puissiez déstresser sur la partie aussi, vous mettre en avant, sur YouTube, mettre en avant son visage, parce que vous allez voir que c'est pas nécessaire, voilà, devenir public. Vous allez pas devenir, Squeezie du jour au lendemain, rassurez-vous. On va pas vous reconnaître dans la rue du jour au lendemain, rassurez-vous aussi. Donc vous avez vraiment, l'opportunité de YouTube est énorme. La première des choses à comprendre et à mettre en application à mon sens, c'est de comprendre que même si vous n'avez pas le matériel parfait, et je vous invite à ne pas acheter des tonnes de matériel avant de vous lancer, la seule chose dans laquelle je vous invite à investir un minimum, c'est soit un micro, c'est un micro, mais si jamais vous avez malgré tout envie de vous lancer et que vous n'avez pas un micro exceptionnel, mettez en place, importez vos fichiers vidéo, vos fichiers MP3 dans un outil qui s'appelle Adobe Enhance, qui est complètement gratuit. En tout cas, moi, je l'utilise gratuitement, donc j'imagine qu'il est gratuit, jusqu'à un certain point et qui vous permet de mettre un fichier audio qui n'est pas d'une très bonne qualité et de le transformer en un fichier audio qui est d'une bien meilleure qualité et essayez d'avoir cette sensibilité pour la qualité de votre voix, de votre son. C'est le seul truc primordial sur YouTube. C'est vrai et il y a trop de gens que je vois commencer sur YouTube et qui ont un son pourri et qui, en fait, s'en rendent même pas compte. Il y a qu'à voir, honnêtement, 75 des contenus, alors c'est en train de baisser parce que les gens sont en train de se professionnaliser. On va dire 50 des contenus qui parlent de SEO sur YouTube, je ne peux pas les écouter parce que le son est éclaté. Donc ayez conscience de ça, améliorez votre son avec un outil comme Adobe Enhance ou alors achetez un micro correct et pour avoir une référence de micro, correct, nous ce qu'on vous conseille, c'est des micros USB, c'est facile. Vous avez juste à les plugger à votre ordinateur et c'est parti. Par exemple, toi, tu as le Elgato Wave 3, Franck, donc qui doit Ouais. coûter environ 160, je sais plus combien ça coûte, mais ce Entre genre de 150 et micro. 200, je sais plus combien ça coûte, ouais. OK. Moi, j'ai un micro qui coûte un petit peu plus cher, mais encore une fois, vous êtes pas obligé de monter de partir sur quelque chose comme ça. Moi, je suis sur le, je sais plus ce que c'est moi, mon micro, j'arrive Shure jamais à me souvenir. MV7. MV7, ouais, c'est ça. Et Anto, c'était quoi le premier micro que tu avais acheté pas cher là? Un J'ai Tu te Bird plus le souviens? nom. Bird, je sais pas quoi, non? Ouais, Mmh. il est sur, ah putain, il est connu, ouais. Je crois que Ah, c'est je me Bon, Bird rappelle plus. quelque chose. si ça vous intéresse de posez-nous la question en commentaire, on retrouvera ça. Mais quoi qu'il en soit, Après, il y a voilà, le Blue micro, c'est Yeti qui est bien important. aussi, par exemple. Ouais, Blue mais moi, Yeti, c'est bien. je vous conseille pas Blue Yeti, Oui, c'est ça, c'est le Bird, tu raison. ouais. UM1. UM1, c'est ça? C'est ça. 49 €. Ouais. Blue Yeti, sauf si vous voulez faire de l'ASMR, en vrai, il y a mieux aujourd'hui, même moins cher, c'est pas assez plug and play, Blue Yeti, à mon sens.
Il y a trop de réglages à faire, de trucs, on capte toute la terre entière avec un Blue Yeti. Bref, peu importe. Ensuite, il y a la Attends, deuxième juste chose. je veux juste préciser là-dessus parce que tu fais du modélisme, tu es sur un terrain de modélisme, hein. Du coup, ton micro, tu vas pas te le trimballer comme ça. En fait, il y a les Ouais, micro-cravates aussi qui sont des options, ouais, ouais, bien intéressantes parce sûr. que si vous êtes sur un terrain de modélisme, vu qu'on prenait cet exemple-là, il vous faudra plutôt un micro-cravate et vous allez évidemment filmer avec votre téléphone. Bon, des micro-cravates, il y en a des corrects à 30 balles sur Amazon, hein. J'ai pas de Ouais, et référence, si mais vous en voulez un bon, c'est environ ouais. un peu moins de 100 € et moi je vous conseille les derniers DJI qui sont très bien, pour faire ça. Alors ensuite, la deuxième chose, c'est que vous vous dites peut-être: «Mais putain Arthur, moi je suis pas monteur, je sais p déjà je suis pas à l'aise pour communiquer en vidéo et puis le montage vidéo je sais pas faire». La réalité, c'est qu'aujourd'hui, même sans être monteur, si le montage, c'est juste se contenter pardon, de faire des cuts pour vous assurer qu'il n'y a pas de longueur dans ce que vous dites, et cetera, et ben, c'est pas du montage, c'est très simple à faire. Ne vous mettez pas de barrière par rapport à ça dans un premier temps et voire même, encore mieux d'ailleurs si vous y arrivez, mais ça, c'est pas forcément évident quand on commence sur YouTube. Mais moi, là, par exemple, récemment, j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube où je ne fais aucun montage. C'est-à-dire, j'appuie sur Rec sur mon logiciel, qui s'appelle OBS Studio en l'occurrence, où je capture mon écran et ma tête, parce que j'ai décidé de capturer ma tête. J'aurais juste pu mettre mon écran et mon micro, par exemple. Et ben, je peux, hop, j'appuie sur Rec. Bonjour, là, la vidéo commence. Je dis tout ce que j'ai à dire sur ce que j'ai à dire. J'appuie sur Stop. Je prends le fichier, je l'upload sur YouTube. C'est aussi simple que ça et ça n'a pas à être complexe. Vous n'avez pas à faire un montage de fou. Ce qui est important, c'est encore une fois de passer à l'action, de mettre en ligne vos petites graines sur différents sujets. C'est vraiment le concept de l'éditeur, de l'affilié. C'est on va planter plein de petites graines sur plein de choses et on va récolter le fruit de notre travail. Et ben, encore une fois, en différé. Et même si la vidéo que vous allez mettre en ligne, elle fait 50 vues en 2 mois, et ben, ça se trouve, sur ces 50 vues, vous allez convaincre 2 personnes ou une personne et vous allez prendre une commission à 150 balles en fonction de ce que vous vendez derrière. Donc en fait, il faut avoir conscience de ça et ne pas se freiner par le montage. Et voire même, si vous le souhaitez, commencer à publier sans monter quoi que ce soit. Si Euh, jamais pour faire des deux trois petits cuts, vous avez un logiciel qui s'appelle CapCut qui est, il y a des super tutos sur YouTube. Vous mettez, CapCut tuto, c'est gratuit, ultra simple à prendre en main. C'est vraiment le truc le plus simple à prendre en main, vraiment c'est j'ai jamais vu un truc, aussi basique et efficace. Hem et juste un dernier point par rapport à ça, c'est Arthur l'a très bien dit, commencez rapidement, passez à l'action. Vous améliorez au fil du temps, par rapport à ce que vous faites, des résultats que vous avez. Quand vous aurez plus de budget, vous achetez d'autres, matériels et tout ça. Mais juste lancer des choses et je me rappelle de la phrase de Stan Leloup qui est un youtubeur marketing très gros qui a la chaîne qui s'appelle Marketing Mania, qui, dans une interview je crois, avait dit un truc genre, «Si tu regardes tes premières vidéos, genre enfin si 2 ans après tu regardes tes premières vidéos et que tu n'as pas honte de ce que tu as fait, c'est que tu as commencé trop tard». En gros, n'attendez pas de faire le truc parfait pour vous lancer. Faites juste les choses bien sur le son, comme l'a dit Arthur. Faites un ou 2 petits cuts pour éviter des longueurs, des blancs, des trucs comme ça et point. Vous balancez votre contenu. Du moment que le contenu est intéressant, que votre, ce que vous allez dire est important, il y a pas de raison que ça ne marche pas. Ouais, c'est exactement ça et c'est comme un sportif de haut niveau, il va pas faire les JO la première fois Ouais, qu'il voilà. qu'il qu'il fait son sport. De la même manière, bah, vous commencez, donc en fait, acceptez d'être au statut de débutant, faites les choses simplement. Il y aura un public qui sera pas aussi large, que si vous étiez quelqu'un d'expérimenté sur YouTube, mais il y aura un public quand même et le gros avantage du contenu sur YouTube qui doit encore une fois être fait, on vous le conseille en tout cas en parallèle de votre site internet, hein, faut pas oublier le site, ça s'embrique très bien. Et ben, c'est que vous allez pouvoir avoir des résultats beaucoup plus rapides. Et moi, je tiens quand même à parler là-dessus. Encore une fois, j'ai fait un test récemment où j'ai eu la volonté de ne surtout pas en parler aux gens qui me connaissent, à ma communauté, sur mes réseaux sociaux, parce que je voulais me mettre vraiment dans les bottes d'un vrai débutant. Et je me suis rendu compte qu'un débutant qui crée sa chaîne, qui lance ses premières vidéos, eh ben, ses premières vidéos ne font pas de vues, ou très très peu.
et c'est normal. Et c'est en fait cette réalité-là, c'est que sur YouTube, il y a aussi ce qu'on appelle une sandbox qui est aussi présente dans le cadre d'un site internet via Google. C'est-à-dire que YouTube ne va pas propulser et vous positionner sur son algorithme si vous postez la première vidéo. Il va vous tester avec des tout petits échantillons pour s'assurer qu'il ne va pas mettre n'importe quoi en avant. Et progressivement, et ça ne dure pas aussi longtemps que sur Google, je vous rassure. Moi, ça a dû durer, je pense, 3 semaines, peut-être dans les alentours de 3 semaines, un mois. Progressivement, il va de plus en plus vous mettre en avant. Vous allez acquérir quelques petits abonnés par-ci par-là. Et à partir d'un certain nombre de temps passé à publier du contenu ou d'abonnés, moi, j'ai remarqué une espèce de coche aux alentours de 30 abonnés où d'un coup, je trouve qu'on se positionne mieux et on a un peu plus de visibilité. Mais encore une fois, c'est comme tout le reste. Vous n'allez pas exploser du jour au lendemain. Ça prend du temps et il faut être patient. Même si la patience est moins nécessaire qu'avec Google, il faut quand même avoir cette patience-là avant de pouvoir avoir des vidéos qui fonctionnent et qui se positionnent. Donc Et ça, juste, c'était... petit ressenti par rapport à ça, mais là où, par exemple, sur Google, actuellement, Google a plutôt fait le choix de mettre en avant des sites qui sont très thématisés ou plus gros, on va dire, sur un sujet, ce qui fait que vous, avec un site, ça peut être assez long de commencer à vraiment avoir du trafic, des visiteurs sur votre site. Sur YouTube, je ne sais pas si vous me confirmerez ça, mais j'ai l'impression de voir de plus en plus dans mes résultats de recherche un peu YouTube ou même dans mes trucs mis en avant qui sont en rapport avec ce que j'ai l'habitude de regarder, des youtubeurs beaucoup plus petits. Je parle de youtubeurs Alors je qui ont comptais pas en parler, entre mais j'ai remarqué ça aussi et je me suis ah posé ouais, la en ce question, je moment, me c'est suis ouf. dit: «Mais Je pense vraiment qu'ils ont très changé petit même». l'algo. Ouais, je pense aussi. Ouais, genre, Je je pense, je sais pas, des gens qui ont moins de 100 abonnés parfois, Ah mais mais ouais, qui des fois, il traitent y a un des sujet, mecs, par exemple avec 50 vues, publiés il y a ouais, 2 jours. Je suis là: «Mais pourquoi on me c'est propose ça. ça?» Enfin, tu vois, Ouais, c'est ouais. Mais moi, c'est par exemple, je regarde pas mal de trucs, encore une fois, autour du sport ou de la diététique ou des trucs comme ça et je vois pas mal de, petits diététiciens qui ont une petite chaîne YouTube, ils ont, 50 abonnés, ils ont publié une vidéo qui parle des protéines, il y a 3 jours et ben, on me la met en avant. Donc mmh. je pense que l'algo de YouTube a légèrement changé actuellement et met en avant des nouveaux petits youtubeurs. Je ne sais pas si ça durera, mais du coup, je trouve ça très motivant pour les gens plutôt débutants parce que Mmh. assez vite, ça leur permet, enfin, tu vois, moi, il y en a deux trois je me suis abonné à eux, j'aimais bien le contenu qu'ils faisaient. C'était pas forcément des montages de fou et tout, justement, c'était plus des gens qui racontent, leur expertise, qui parlent de leur expertise et du coup, je me suis abonné parce que je me suis dit: «C'est intéressant». Mmh. Et donc, la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que comme sur beaucoup de réseaux sociaux, encore une fois, le travail prime sur le reste et le travail, c'est la régularité. Donc plus vous êtes régulier, plus vous allez avoir des résultats stables, et plus les algorithmes en général vous récompenseront et c'est aussi le cas de YouTube. La régularité est récompensée si le contenu est de qualité et qu'il est régulier, vous serez récompensé par l'algorithme. Donc ça, c'est quand même important et encore une fois, publier, même si c'est pas parfait, publier, publier, publier. Vous aurez le temps, de monter en expertise et de monter en expertise sur YouTube et de pouvoir à terme, faire du contenu, dont vous êtes un petit peu plus fier. Et l'autre point qui est assez, important, je trouve, en tout cas avec cette vision un petit peu d'affilié, c'est que vous avez 2 manières de faire de l'affiliation sur YouTube. L'une des manières, enfin, vous en avez sans doute plus que ça d'ailleurs, mais l'une des manières de faire de l'affiliation, c'est par exemple ce podcast. Vous l'avez vu, il y a pas mal de moments où on parle d'outils qu'on utilise. On en profite pour mettre des liens d'affiliation. Voilà, on vous explique comment faire de l'affiliation. Encore heureux qu'on est capable d'en faire nous-mêmes, de notre côté. Mais c'est l'une des manières, c'est vous parlez d'un sujet et en parallèle, vous allez proposer des choses par rapport à ce sujet. Vous avez une autre manière, c'est d'aller directement, eh bien, faire un avis, un test de l'outil en question et donc d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus centré sur le produit où vous allez faire de l'affiliation. C'est un peu le cas aussi quand on est dans le cadre de l'édition de site. Mais de cette manière-là, par exemple, moi, sur ma petite chaîne YouTube, j'ai traité des sujets hop, de manière très spécifique. Je vous donne un exemple, mais là récemment, je me suis dit, bon, quels outils j'utilise au quotidien. Il y a un outil qu'on utilise souvent avec le podcast, qui s'appelle Ocha, et qui nous permet juste de publier notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute d'un coup. Et ben du coup, j'ai fait une petite vidéo, elle dure 6 minutes, et je parle d'Ocha. Et en quoi Ocha, c'est un outil chouette qu'on utilise, et pourquoi il est chouette, et pourquoi on l'utilise, et ce qu'il permet de faire, point. Et en fait, ne vous prenez pas la tête. Juste si vous avez par exemple des petites affiliations dont vous pouvez parler de cette manière-là, faites-les. Je vais vous prendre un autre exemple. Vous pouvez aussi décider de découper ce dont vous allez parler. C'est-à-dire que là, de cette même manière,
Moi, je sais qu'il y a un outil, ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System, donc une plateforme de formation en gros, que j'utilise beaucoup, qui s'appelle Podia, que j'aime beaucoup, et ils ont une belle affiliation. Donc je me suis dit: «Je vais créer quelques contenus sur le sujet». Et j'aurais pu me dire: «Je vais faire un méga guide sur Podia qui parle de tout», ce qui est aussi une bonne manière potentielle de faire les choses. Mais là, je me suis dit: «Bah, plutôt que de faire ça, ma chaîne est une petite chaîne, je vais essayer de taper sur ce qu'on appelle de la longue traîne, donc des mots-clés un peu plus faciles d'accès en théorie, mais qui vont potentiellement générer moins de visites aussi». Et donc, ce que j'ai fait, c'est que par exemple, j'ai fait une vidéo qui parle juste du système d'emailing sur Podia. Donc là aussi, vous pouvez tout à fait imaginer que vous allez découper, vous avez un sujet, vous allez faire l'affiliation d'un produit, d'un outil, d'un service, et ben vous allez parler d'une partie de ce service pour creuser cette partie-là et faire plein de petits contenus différents sur le service. Voilà, vous pouvez faire plein de choses, mais vraiment, ayez conscience de l'opportunité que ça représente et essayez de faire des contenus affiliés sur YouTube. Et l'autre point qui est essentiel, c'est donc tout ça, ça s'inscrit dans une stratégie globale assez ce qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qui dure dans le temps. Essayez de cibler des mots-clés où dans 6 mois, ils seront toujours d'actualité. C'est-à-dire que si moi je mets un contenu en ligne, je veux que pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, eh ben, il y ait des gens qui, de temps en temps, arrivent sur mon contenu, le visionnent et potentiellement passent par mon lien d'affiliation ou mon code promo. Et le dernier point justement que je voulais aborder là-dedans, c'est que sur YouTube, vous l'avez vu même au long de ce podcast, il y a beaucoup, beaucoup des partenaires qu'on met en avant, où on vous incite également, on vous dit: «On a un code promo» et la réalité, c'est que oui, on a négocié pour vous, des deals, un petit peu intéressants. L'autre réalité, c'est que si on se contentait de mettre des liens d'affiliation en description, il y aurait peut-être 2 tiers d'entre vous qui iraient sur le service voir ce que ça donne, qui peut-être prendraient un abonnement, peut-être passeraient à la caisse sur le service, mais nous, on ne serait pas commissionnés parce que les gens sur YouTube passent beaucoup au travers des liens d'affiliation, d'où l'intérêt bien, de mettre en avant des codes promo qui vont permettre de traquer les ventes. Et donc là aussi, si vous faites de l'affiliation sur YouTube, je vous invite fortement à négocier avec vos partenaires des codes promo, même si c'est un petit code promo de 5%, bah, ça reste un code promo et ça reste un avantage concret pour vos utilisateurs de passer par votre code promo et donc la vente est traquée. C'est tout l'intérêt de ce type de procédé et c'est à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à YouTube de mon côté. OK. Bon, bah, c'est parfait, tu as tout résumé de toute façon, hein. Juste, dernier point, même si on l'a abordé, tu l'as dit, on peut ne pas se montrer, tout ça, donc ça, c'est cool et juste, je voulais dire, si vous avez un site internet à côté, faites ce truc de recycler vos contenus, hein, c'est vraiment, le mieux, vous reprenez le même script et les mêmes, hem, titres, sous-titres que vous avez fait, c'est juste vous le faites à l'oral. Ça vous permet de diminuer votre travail par 2, bah, pour YouTube, quoi. Anto, tu voulais parler d'un site, qui te sert de test et de capteur de Ah mots-clés? oui, 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 c'est juste qu'en parallèle de votre site principal, faites un site de test, vous pouvez publier en IA ou des choses comme ça. J'en ai déjà parlé souvent, mais c'est pour détecter les mots-clés, que vous pensez pas, en fait. Dans la Search Console, ça peut vous donner des pistes, des mots-clés simples, avec beaucoup de volume pour se positionner, donc voilà, C'est vrai c'est qu'on à en a faire. pas parlé d'ailleurs de la Search Console, on peut juste brièvement l'évoquer. Votre site, là on parle pour un site, vraiment pure, édition de site. Vous pouvez le rentrer dans ce qui s'appelle la Google Search Console. Donc, vous faites, pareil, il y a des tutos sur YouTube pour vous expliquer comment ajouter votre site dedans. Et en fait, au fil du temps, vous allez avoir notamment ce qui s'appelle les impressions. Donc, c'est-à-dire, c'est en violet sur la Search Console et les impressions, c'est les mots-clés ou les mots-clés sur lesquels des pages de votre site apparaissent, mais où les gens n'ont pas cliqué et n'ont pas visité votre site. À quoi ça sert, les impressions? Ça vous permet, comme l'a dit Anto, de détecter, des mots-clés. Bah, par exemple, les gens vont taper, je sais pas moi, avion de modélisme, BL, là, je sais pas comment on appelle ça, genre un peu comme ceux de la Première Guerre mondiale là, avec les 2 2 trucs L parallèles. Hem Et bien, ça, par exemple, vous allez voir qu'il y a des recherches là-dessus, qu'il y a des impressions, donc ça veut dire que des gens ont tapé ça, que votre site est apparu quelque part dans les résultats de recherche, mais ils n'ont jamais vu votre site parce que, bah, vous avez pas de page dédiée à ça, donc vous êtes, classé très, très loin. Et ben, ça, c'est vraiment cool, d'avoir ce genre de choses. La Google Search Console, ça fait partie des outils qui sont vraiment indispensables à mettre pour vos projets, notamment pour cette partie tracking.
de mots-clés, vos pages qui font le plus de vues ou tout simplement, bah, pour savoir sur quels mots-clés vous vous positionnez, quelles sont les pages qui vous font, du trafic? Est-ce qu'il y a des mots-clés où vous faites du trafic un tout petit peu, tout en étant mal positionné? Donc peut-être que faire une page dédiée, ça pourrait être une bonne chose et ainsi de suite. Il y a plein de tutos sur, la Google Search Console et à quoi ça peut servir. Je pense qu'on va pas plus rentrer dans le détail parce que ça c'est un point assez technique, mais pensez à le faire, c'est très important. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est peut-être quand est-ce que j'aurai mes premiers résultats? C'est une question qui est tout à fait logique, hein. Si vous vous mettez à travailler demain sur un projet parce que vous avez entendu les trois wizards vous dire ah bah les gars, ça peut être bien, et voilà comment on fait avec un giga mode d'emploi sur 2 heures de vidéo, j'espère que derrière vous allez quand même tester des choses. Et la question quand auras-tu les premiers résultats? C'est toujours une question qui est un peu délicate parce que on s'est, enfin, récemment, par exemple, toi, Franck, tu as lancé un site qui a assez rapidement rapporté ses premières commissions. Il y a dans certains cas des sites qui vont avoir peut-être leur première commission au bout de 6 mois. Donc, vous imaginez le travail qu'il y a potentiellement en amont. Et surtout, même si les premières commissions arrivent de manière un petit peu disparate au bout de 6 mois, la réalité, c'est que derrière, peut-être que ça va prendre 1 an de plus avant de vraiment devenir une réelle source de revenus intéressante sur le côté. Donc ça, c'est, enfin, peut-être vous, si vous pouvez étayer un Ouais, peu là-dessus, les gars. Anto, je sais pas si tu veux dire un truc Non, vas-y, sinon, vas-y. En fait, il y a aussi alors à la fois le choix de la niche, la concurrence, la niche où j'ai eu des résultats très rapides. Je crois qu'au bout de 2 mois, j'avais déjà fait, plus de 1 000 balles de commission. Donc, voilà, c'est juste mais c'était un endroit où j'avais pas de concurrence. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'étais le seul à parler d'un sujet. J'ai eu de la chance de trouver cette niche, j'ai eu, enfin, j'ai su saisir l'opportunité, j'ai été très opportuniste là-dessus. J'ai trouvé un bon nom de domaine. Très rapidement, j'ai mis du bon contenu. Ce qui fait que j'ai eu rapidement des résultats. Ça n'arrive pas toujours, c'est même plutôt rare ce genre de situation. Normalement, c'est au bout de quelques mois de travail, comme le disait Arthur, qu'on commence à avoir des résultats. Et juste, je voudrais rajouter un point là-dessus, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont écrire, je sais pas moi, 1 article par semaine. Donc au bout de 6 mois, bah, ils auront une petite vingtaine de pages sur leur site et ils se disent, «Je comprends pas, j'ai quand même pas beaucoup de trafic». À votre avis, qui a le plus de chances de faire du trafic entre une personne qui va écrire un article tous les 1 ou 2 jours, donc il va avoir un site qui grossit très vite, ou une personne qui écrit un article par semaine, voire, juste 2 ou 3 articles par mois? À votre avis, qui à terme a le plus de chances de réussir? Je veux dire, toute personne logique se dira que celui qui a le plus bossé a le plus de résultats. En fait, il est là aussi le secret. Je voulais en parler à la fin et je terminerai sans doute là-dessus, histoire que vraiment ça soit le point final de cette vidéo. Mais, c'est il y a un moment où il faut accepter qu'il va falloir bosser pour faire des choses. Et en fait, il y a des gens qui prennent vraiment ce truc de se dire, en gros: «Moi, je veux pas trop bosser et puis j'aimerais bien que l'argent, il arrive quand même». Bah, c'est cool, mais en fait, il y a aucun monde où ça existe. C'est vous bossez le plus possible, vous avez le plus de résultats. Ce matin, je le disais dans la Wizard Academy, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, il y a une personne qui pose la question de, «J'aimerais bien publier qu'un article par semaine, ou qu'un article, je sais plus, tous les 2 ou 3 jours». Bon, je me rappelle plus du truc, mais bref, qui disait ça et qui dit: «Pourtant Franck recommande de publier tous les jours si possible». Bah ouais, en fait, plus vous allez mettre de contenu, si vous publiez tous les jours, plus vous mettez les chances de votre côté pour avoir un projet qui fonctionne. En fait, il y a vraiment pas de secret. À votre avis, Mais c'est pareil. attention de pas tomber dans ce qu'on, je crois qu'on en parlait tout à l'heure aussi, de pas vous dégoûter. Parce que la réalité, c'est que ce qui est important, Bien c'est un sûr. marathon. C'est si vous dites: «OK, bah, du coup, Franck a dit ça, c'est un contenu par jour», le plus important, c'est que vous soyez toujours en train de publier à ce rythme-là dans 2 ans. Donc réfléchissez aussi à ce que vous allez pouvoir tenir en termes de rythme, de Alors ça publication. moi, je suis pas 100 d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'au début, tu peux faire un contenu par jour parce que tu as énormément de sujets à traiter et au fil du temps, quand tu as moins de sujets à traiter et que Mmh. tu as déjà traité, la grosse majorité des contenus possibles, et ben, tu traites des nouveautés quand il y a des nouveautés, tu traites des je sais pas, de l'actualité, d'un nouveau produit qui sort, d'un nouveau comparateur parce que, tu as eu une nouvelle idée. C'est pas très grave si au bout de 6 mois, 1 an, tu te mets à écrire plus qu'un article par semaine, vu que tu as déjà fait la masse de travail qui est là au début.
Mmh. En fait, c'est pareil, tu veux faire du piano, tu veux te mettre à apprendre le piano. Est-ce que, tu vois, tu joues tous les jours pendant au moins 1 heure du piano, bah, tu vas pouvoir apprendre assez vite et devenir assez vite bon et dans 1 an, même si tu joues que 15 minutes par jour ou même, 5 minutes par jour, juste un morceau comme ça pour, garder la compétence ou que tu te fais 1 ou 2 heures de piano dans la semaine, juste comme ça, à un moment, tu fais 2 heures, bah, c'est bon, en fait, le gros du travail, tu l'as déjà fait. Donc là, c'est plus que de Mmh. l'entretien, on va dire. Sauf si évidemment tu veux devenir, plus grand pianiste du monde, bah là, tu joues tous les jours, plusieurs heures parce que c'est comme ça. C'est aussi en fonction à la fois de ton temps, à la fois de tes objectifs, à la fois de tes capacités pour le faire. Mais en tout cas au début, s'il vous plaît quoi, fait bosser et il y a personne, enfin il y a aucun monde dans lequel vous allez pouvoir avoir de très bons résultats en faisant du travail moyen ou en mettant peu de temps, dans du travail. Enfin voilà, prenez les exemples pour absolument tout. C'est pareil, tu veux devenir, un bon joueur de foot, bah, tu essayes de jouer le plus possible. C'est pas en allant, dribbler, une fois tous les 36 du mois que tu vas devenir bon. Et combien s'attendre à gagner du coup sur un projet d'affiliation quand on est à sa première année d'activité? C'est surtout ça le plus important parce que Débutant 100%. ouais. Ouais, je dirais si tu arrives à faire 500 au bout de 6 mois, 1 an, c'est déjà bien, je pense, non? Ouais, je pense que c'est Mmh. bien. Je pense que c'est un bon chiffre. C'est tu peux les faire. C'est je pense il y a aucun monde où quelqu'un, encore une fois, qui prend étape par étape les choses, qui fait les choses bien, qui trouve des affiliations évidemment, parce qu'après c'est pareil, si vous avez pas d'affiliation, vous allez pas gagner d'argent. Mais, faire je pense que tout le monde est capable de faire 500 balles par mois sur internet, en fait. Vraiment. C'est quelqu'un qui s'en donne les moyens. C'est évidemment, on va pas vivre à Bali avec 500 balles par mois, mais ça fait un petit complément de revenu qui est pas dégueu, et au fil des années, vous pouvez avoir des projets qui vont fonctionner. Moi, je le disais, évidemment, j'ai beaucoup plus d'expérience dans le sujet, donc maintenant je trouve des niches où en 2 3 mois, j'arrive parfois à gagner 1000 balles. Parfois, j'ai des projets juste qui marchent pas du tout. C'est le cas là, il y a un projet sur lequel j'ai mis quasiment 2000 balles de contenu, et sur lesquels j'ai fait pas mal de trucs, du lien et tout. En fait, la niche, en la lançant, je pensais qu'elle était bien. En fait, c'est une niche qui est pas si ouf que ça. Je crois que je suis à 60 balles de commission là, alors que le truc est lancé depuis 6 mois. Bon, bah, voilà, je me suis planté là-dessus, bah, on se plante tous, hein, c'est le jeu. C'est juste que bon, je peux me permettre de faire ce genre d'erreur et la réalité aussi, c'est qu'en plus de ça, la niche m'a très rapidement saoulé et que j'ai fait, rédiger quelqu'un dessus qui m'a pas rédigé des trucs top, tout ça donc bon, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Et justement, tu parlais d'échecs, il faut bien s'en rappeler. Les échecs font partie de l'apprentissage et si justement, vous n'allez pas faire votre meilleure année, la première année de votre activité en tant qu'affilié, si vous tenez sur la distance, bah, là, vous allez pouvoir acquérir de l'expérience, peut-être même potentiellement, demain, vous allez vous lancer sur une niche, vous allez faire les choses, à la manière d'un débutant, mais vous allez quand même rencontrer un certain succès. Bah, peut-être qu'à la fin de votre première année d'activité, vous allez vous dire: «OK, je vais relancer un site avec tout ce que j'ai appris et je vais repartir de zéro sur la même niche et vous allez peut-être pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus efficace, de beaucoup plus rentable et voilà et vous allez, aussi et justement, encore une fois, c'est important de le capter, faire des bêtises et ces bêtises-là, elles sont normales. Mmh. Quand vous apprenez à faire du roller, vous vous cassez la gueule, ça n'existe pas quelqu'un qui apprend à faire du roller et qui ne tombe jamais. Donc c'est la même chose, avec l'édition. Donc soyez patient et et voilà, c'est un marathon, quoi. Ça prend du temps, mais ce que vous allez trouver à la clé est plutôt chouette. Et justement, le fait que ça soit un marathon, ça vient sur le point que je voulais vraiment aborder en détail, même si je pense que vous aurez bien compris mon point. Et c'est qu'il faut continuer toujours avec assiduité, régularité, même si au début vous avez peu de résultats, parce qu'on l'a dit, c'est de la gratification différée. Ça va prendre quelques semaines, quelques mois avant d'avoir des premiers résultats, que ça soit Google, mais aussi n'importe quel moteur de recherche ou même YouTube, par exemple. Euh, les algorithmes reward donnent en récompense, ceux qui
s'accrochent, qui font les choses sur le long terme et la régularité et la discipline sont, de mon point de vue, 1000 fois plus importants que de la motivation instantanée. Parce qu'il y a des gens qui se disent: «Ouah, je suis méga motivé, vas-y, c'est parti, là, je fais un site, je lance mon YouTube, je me lance sur les réseaux sociaux». Ils font plein de trucs, ils font vraiment le rush, boum, ils envoient plein de contenu, ils sont là, ils sont au taquet et au bout d'un moment, ils commencent à se dire: «Ah bah, en fait, les résultats, ils sont pas trop là». Perte de motivation, fin du projet. Ça, c'est dommage. Il faut réussir à s'accrocher. Évidemment, c'est plus dur à dire comme ça, parce que nous, on l'a vécu et qu'on a réussi à passer ces étapes-là et c'est plus dur à voilà, c'est facile de le dire, c'est plus dur à faire. Mais essayez de, au maximum, vous tenir à ce que vous êtes en capacité de faire, même si au début, il faudra un peu vous faire violence et vous forcer, à par exemple, essayer le plus possible de rédiger vos contenus, de garder une bonne cadence et quand votre site sera assez gros, quand votre projet sera assez gros, vous pouvez vous permettre de commencer à ralentir un petit peu la cadence pour, profiter, plus quoi. Mais plus longtemps vous arrivez à tenir la cadence et plus rapidement vous aurez des résultats et plus vous aurez potentiellement des résultats qui sont conséquents parce qu'encore une fois, tout est une question de trafic et évidemment de conversion, dessus, mais plus vous arrivez à être présent, que ça soit sur Google, YouTube, les réseaux sociaux et plus vous avez potentiellement de gens qui voient votre projet et qui finissent par acheter quelque chose, que vous mettez en avant en affiliation. Il y a pas de secret, il y a pas de recette miracle. Parfois, il y a des gens qui viennent en privé, nous lâcher des trucs genre, enfin moi, ça m'est arrivé il y a vraiment pas longtemps, qui me dit: «J'ai besoin, je crois, de 3 000 € par mois, rapidement». Donc rapidement, c'était, genre en 3 mois et quand j'ai dit: «Bah, déjà, ça va être compliqué de faire 3 000 € quand tu es débutant en plus de ça, en 3 mois». Et en plus de ça, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre de bosser toute la journée sur son projet. Parce que si tu as des grosses ambitions, genre je veux gagner en 3 mois 3 000 € par mois, bah vas-y, hein, mais tu as des grosses ambitions, mais du gros travail derrière. Si tu te lèves le matin à 8 heures, que tu te couches le soir, enfin que tu arrêtes de bosser le soir à 20 heures, que tu as bossé beaucoup d'heures sur ton projet, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, oui, tu pourras avoir des résultats, oui, dans un monde peut-être où tu as un peu de chance à trouver la bonne niche et tout, tu peux gagner tes 3 000 €. Attention, je pense que ça représentera, une personne sur 500 qui lance quoi, c'est vraiment la chance que ça fonctionne, c'est rare. Par contre, des gens qui viennent et qui disent: «Voilà, d'ici, 1 an, j'aimerais bien me mettre, 300-500, 800 balles dans la poche en plus, avec un side business». Mais ça, honnêtement, je pense qu'il y a, au moins 50 des gens qui arriveront à le faire. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il faut faire? J'espère que là, vous l'aurez imprimé, il faut bosser. Point. Voilà, hein, je pense que ça conclut, Mmh. assez bien cet épisode qui est déjà un peu long, mais c'était, nécessaire pour, vous parler de tout ce qui est important dans cette première année d'affiliation, quoi qu'il en soit. Passez à l'action, ne vous découragez pas. N'hésitez pas à vous abonner à cette, chaîne YouTube ou, à ce podcast en fonction de là où vous nous écoutez. Et attends On f juste et d'ailleurs, un petit point, mais si vous savez pas par où commencer, que vous savez pas avec qui discuter, que vous avez des questions et tout, on l'a pas dit, mais en description, vous avez le Discord communautaire. Il y a 2000 personnes, plus de 2000 personnes qui sont dessus. Il y a moyen de venir nous poser nos questions. Nous, on est présents au quotidien dessus. On répond aux questions des gens qui nous posent des questions. Venez sur le Discord. Ouais et voilà et puis abonnez-vous, laissez un petit commentaire, dites-nous si l'épisode vous a plu, un petit like, un petit abonnement et on se retrouve, la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! Ciao, Salut. ciao.